8 décembre 2019. Je dis à Benji qu'une place s'est libérée dans le podcast. Il est heureux, il me remercie. Au même instant, le 2 novembre, il me demande à participer à l'enregistrement du numéro 3. 17 décembre 2019. Dans le train Paris-Nantes, je monte le dernier podcast de la saison, satisfait et triste à la fois, même si je sais qu'il y en aura d'autres. Alors qu'en parallèle, le 3 décembre, je pleure devant la tâche du montage du numéro 7, tout en parlant à Benji le 5 novembre, alors qu'il a oublié la date d'enregistrement du podcast. Ce sera sans lui, sacré Benji. 3 septembre 2019. Guigui me lance l'idée d'enregistrer un podcast après épisode sur Watchmen. Je rigole, mais c'est une bonne idée. Au même instant, je vois toute l'équipe sur un yacht en 2020 avec de la coke, des putes et Damon Lindelof, nus et peints en bleu. Guigui lui explique qu'il a tout pardonné à J.J. Abrams. Clara hésite à demander pourquoi il est nu, mais se ravise. 11 décembre 2019. Ce podcast est partagé sur superpouvoir.com. Vous le lancez et je termine mon introduction de la même façon que d'habitude. Je suis Manu et vous écoutez After Watchmen. What are you two talking about? Oh, nothing. Just the end of the world. Bonjour et bienvenue dans After Watchmen pour ce 8e épisode, un épisode juste avant la fin de saison avec la même équipe que la semaine dernière. Pour une fois, nous n'aurons pas de nouveau, puisqu'aujourd'hui, nous avons toujours avec nous Guigui. Salut Guigui. Salut tout le monde. Comment ça va ? Oh bah super comme d'hab. Nous avons aussi Clara. Salut Clara. Salut, Tu vas bien ? ça va, un mélange entre exaltée, triste, impatiente. Moi aussi j'ai un peu de tristesse en avance de l'épisode 9 de la semaine prochaine parce que je sais qu'après soit nous n'aurons plus de Watchmen, soit nous en aurons pas avant longtemps. Donc j'ai un peu la boule au ventre pour ça. Nous avons aussi avec nous Corentin. Salut Corentin. Salut. Moi c'est pareil, j'ai une petite boule au ventre en me disant que c'est bientôt fini et qu'on va devoir attendre encore au moins un an après ou peut-être plus. Ouais, au moins un an, ouais. Nous avons avec nous Clément pour la deuxième fois. Salut Clément. Salut tout le monde. Moi, comme vous un peu triste, mais même un peu angoissé en fait à l'idée qu'il reste un seul épisode et qu'il reste tant de choses à dire, quoi. Ouais, sachant que c'était un épisode spécial qui se concentrait sur quelques personnages et que du coup, il nous reste qu'un seul épisode pour tous les autres et ouais, ça fait un peu mal. Exactement, ouais. Et nous avons avec nous Quentin, puisque à la base, on va avoir Stéphane Créti qui n'a pas pu. Et du coup, nous devions avoir Benji qui n'a pas pu. Et du coup, nous avons Quentin qui était sur la liste d'attente. Parce que nous avons une liste d'attente dans ce podcast, je tiens à le préciser. Salut Quentin, comment ça va ? Bah salut, du coup très content d'être là finalement. Pareil, un peu triste pour la série parce que voilà, il en reste plus qu'un, mais content parce que finalement on a eu pour l'instant 8 super épisodes sur 9, donc très très content. Eh ben écoute, je sais que souvent Quentin tu arrives en dernier dans les tours de table des épisodes et que du coup tu sais pas forcément quoi dire parce que tout le monde a déjà tout dit. Du coup cette semaine je vais commencer par toi et du coup qu'as-tu pensé de cet épisode ? Comme d'hab, j'ai forcément beaucoup aimé, mais ce sera pas mon préféré, ce sera pas un de mes préférés. J'avais vraiment hâte par rapport à la fin de la semaine dernière, forcément. Alors déjà, du coup, je tiens à préciser que je suis pas du tout préparé. D'habitude, je prends des notes et tout, alors que là, comme je pensais ne pas participer, c'est un peu à l'arrache. Je n'ai pas lu le Pitipédia, mais c'est pas grave. J'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode. On en reparlera après plus dans le détail, mais ce sera pas un de mes favoris. Finalement, ça fait pas encore beaucoup avancer l'intrigue générale, le Schmilblick, mais ça gère. Je pensais pas que ça oserait aller si loin avec Dr Manhattan en fait. Ouais. Et ça, je suis vraiment content, j'étais vraiment surpris. Et c'est encore très beau. C'est la première fois où, là, je le dis directement, j'ai versé une larme. Et du coup, ouais, c'était chouette, encore super chouette. Pas mon préféré, mais super chouette. Ok. Corentin, qu'est-ce que t'en as pensé de ton côté ? Moi, j'ai trouvé ça super bien écrit. Franchement, je trouve qu'il y avait beaucoup d'efforts faits sur l'écriture de Manhattan. Je sais que le personnage va pas plaire à tout le monde, mais en même temps, j'ai été super impressionné par la structure de l'épisode et par
la qualité d'écriture du personnage en fait. Je m'attendais pas non plus du tout à ce qu'il l'utilise autant et qu'il centre un épisode dessus, quoi. Parce qu'ils ont pas les mêmes moyens qu'au cinéma, et que finalement en fait en faisant quelque chose d'assez terre à terre, ils arrivent à bien nous montrer l'essence du personnage, et c'est assez cool, quoi. Et on a un prof de scénario autour de la table, et utiliser le personnage de Dr Manhattan n'est pas forcément évident. Clément, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Ah ouais, c'est sûr, c'est un personnage extrêmement compliqué à gérer en termes d'écriture. Juste avant de parler de Manhattan, moi, ce qui m'a bien plu, au dernier podcast, je disais que c'était un peu le buffet garni à cette série pour ce qui était des concepts d'épisodes. Vous savez, le pilote, l'épisode très mis en scène, l'épisode très centrique sur un personnage. Et là, je trouvais que c'était, ils adoptaient la formule un peu du bottle épisode, et du coup, je trouvais qu'ils s'en sortaient vraiment à merveille. Enfin, je sais pas, peut-être dire ce que c'est qu'un bottle épisode, ou. Vas-y. Ouais. Oui, si, vas-y, ouais. À savoir, c'est une technique de scénariste-producteur en fait qui consiste à faire un épisode. En général, quand on a dépassé les coûts sur les épisodes précédents, on fait un épisode qui coûte pas cher, donc en général, c'est un lieu unique avec très peu de personnages et puis très centré sur la discussion. Et là, avant, c'était une contrainte économique. Maintenant, il y a plein de scénaristes qui s'en servent pour faire des épisodes un peu conceptuels. Souvent, on cite l'épisode de la mouche dans Breaking Bad où les deux personnages sont enfermés dans un laboratoire et tout l'épisode se déroule en huis clos. Et là, j'avais l'impression... Dans Breaking Bad, c'était vraiment pour une question de budget quand même. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que là, depuis les années 90-2000, les scénaristes modernes, se servent de cette contrainte pour faire quelque chose d'encore plus créatif. Et là, on a vraiment... Alors, je sais pas si dans Watchmen, c'était le cas pour des raisons de budget, ce qui m'étonnerait vu qu'il y a quand même beaucoup d'effets spéciaux. Mais en tout cas, voilà, il y avait cette idée de rester c'est un faux huis clos puisque on sort pas mal de ce bar, mais ça reste, c'est toujours très peu de personnages, très centré sur eux deux, et du coup avec ce format, je trouvais qu'il s'en sortait bien. Et pour le personnage effectivement de Manhattan, qui est extrêmement compliqué à gérer en termes d'écriture, je trouve qu'il s'en sort vraiment vraiment bien. Là où celui du film était très très impressionnant visuellement, je trouve que là celui-ci est impressionnant, philosophiquement. Du coup, c'est un épisode, effectivement, ça fait pas partie de mes préférés, mais c'est un épisode que j'ai trouvé encore une fois extrêmement, extrêmement bien écrit. Ouais. Ok. Clara, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode ? Je vais dire à peu près pareil que tout le monde. Pas l'un de mes préférés. Visuellement, pas formidable. Le bleu de Manhattan m'a pas trop impressionné. Mais par contre, là où le visuel n'impressionne pas, l'écriture est au taquet. Pareil que Corentin, moi j'ai noté la structure, le fait que ça soit une sorte de miroir presque, ça se renvoie sans arrêt en arrière, en avant, c'était génial. Le fait que ça arrive à te tenir uniquement presque sur une conversation, même si en vérité c'est pas uniquement une conversation, mais je trouve ça assez impressionnant la relation entre Angela et Manhattan qui avance au fur et à mesure des flashbacks. Je trouve ça pareil vachement bien fait. Après je suis triste de perdre Calvin parce que je crois que je suis beaucoup plus attachée au Calvin qu'on avait dans les premiers épisodes que je suis au personnage de Manhattan, même si je trouve que Manhattan c'est un personnage super intéressant pour faire des trucs comme dans cet épisode conceptuel, mais par contre c'est pas un personnage auquel je suis attachée émotionnellement parlant en fait. Je suis sortie en me disant ça nous a expliqué énormément de trucs, que ce soit les pluies de poulpes qui continuent d'avancer ou comment Angela a survécu, tout en me laissant me dire mais il y a 1 milliard de trucs qu'il va falloir tout sortir en un épisode d'1 heure, je sais pas comment ils vont s'en sortir, mais je fais confiance à Lindelof encore et toujours. Ça, je suis assez d'accord, hein. Pour le nombre d'informations qu'il leur reste à sortir sur le dernier épisode, c'est assez... Ça va être assez dense, je pense, le dernier épisode. Ouais. Surtout qu'on sait que Lindelof a dit que, en tout cas, la série, la saison 1 pouvait être indépendante. Donc, moi, j'attends un épisode soit beaucoup plus long que d'habitude, soit assez dense. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'avec Pitipédia, on spoilera pas tout Pitipédia parce qu'on en reparlera quand même que brièvement, que de la moitié je pense, du fait qu'ils ont tendance à aller un peu trop dans le futur,
Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on finit cet épisode qui est assez dense, qui parle de plein de choses, et que Pitipédia peut nous donner une seconde lecture, en fait, de toute la série, et nous dire, regarde, ça se trouve, le dernier épisode, en fait, il peut être tout l'un ou tout l'autre par rapport à ce que tu t'attends, et c'est assez fort, ouais. Guigui, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cet épisode? Alors, je suis désolé. Ah, pas de souci. Alors moi, contrairement à tout le monde, ça sera un de mes épisodes préférés. J'ai trouvé que visuellement, il était très réussi, mais c'est pas la caractéristique principale qui m'a vraiment fait plaisir. Alors, le côté visuel, je trouve que finalement, Dr Manhattan est plutôt bien rendu avec cet acteur. Mais surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est, encore une fois, bien sûr, l'écriture, hein, comme vous l'avez dit, mais surtout le fait que finalement Angela représente un peu le téléspectateur en faisant sauter tous les verrous qu'on pouvait avoir, toutes les appréhensions qu'on pouvait avoir à propos du docteur Manhattan. C'est-à-dire que évidemment c'est un personnage qui est très iconique, qui est très important, qui est vraiment central dans la bande dessinée et que du coup le voir réinterprété c'était vraiment casse-gueule, super glissant. Et justement avec plein de petits artifices, de petits gimmicks, de petits dialogues qui vont bien, ils ont réussi justement à balayer tout ça pour nous faire accepter cette nouvelle incarnation du Docteur Manhattan. Alors ça passe d'abord par le fait que on voit jamais son entre guillemets vrai visage, celui qui est avant sa transformation, pour le voir justement passer la première moitié de l'épisode où on ne fait que parler justement de préparer le terrain pour cette transition. Donc ça j'ai trouvé que c'était absolument fantastique. Et du coup aussi le fait que sur le même principe, Angela à chaque fois qu'elle semble déceler une contradiction par rapport au mécanisme qu'est le personnage de Dr Manhattan, elle nous le fasse, elle le balance dans la conversation et c'est exactement le même genre de réflexion que pourrait avoir un téléspectateur un petit peu énervé, un petit peu pointilleux, qui dira ah mais toi, mais si tu penses ça, tu devrais penser plutôt comme ci et pas comme ça, et que évidemment le docteur Manhattan désamorce les choses le plus naturellement possible, parce que c'est vrai que par exemple le fait qu'il regrette d'avoir participé au Vietnam, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant, et le fait qu'il sache qu'il allait le regretter et qu'il le fasse malgré tout, et qu'il lui pose la question à Angela mais est-ce que toi ça t'arrive jamais? Évidemment ça nous arrive à tous de faire des erreurs comme ça, et on le verra qu'effectivement le docteur Manhattan n'est entre guillemets un dieu, mais finalement qui est plus humain qu'il n'y paraît, parce qu'il fait quand même énormément d'erreurs, et finalement quand on y réfléchit, c'est pas si bête que ça, au contraire c'est même naturel, et c'est bien sûr donc à l'image du monde qui crée sur Europe. Donc moi j'étais vraiment très content de justement d'avoir anticiper toutes les réactions entre guillemets négatives jusqu'à faire sortir une petite blague sur la réappropriation par Ozymandias qui m'a fait beaucoup rire. Donc toutes ces choses-là, je les ai trouvées très subtiles et donc ça m'a vraiment permis d'accepter correctement cette nouvelle incarnation du personnage et d'y adhérer complètement. Et en même temps, je suis aussi très content que certaines théories qu'on avait pu émettre précédemment se soient complètement vérifiées. Alors bien sûr, il y en a qui sont complètement fausses, comme j'imaginais que Lady Trieuse, ce soit elle qui a envoyé Ozymandias sur Europe. Bon là, évidemment, on se voit bien que c'est pas le cas. Mais par contre, pour la Nuit Blanche et le reste, ça m'a fait plutôt plaisir. Et moi, je suis plutôt d'accord avec toi dans l'ensemble sur cet épisode. Alors, je suis un peu une girouette qui change toutes les semaines d'avis c'est mon épisode préféré, mais je pense que c'est une série qui a assez en fait de styles différents pour que tous les épisodes soient assez exceptionnels d'un point de vue ou d'un autre. Sur 8 épisodes, on a au moins 4 qui sont assez forts et qui peuvent être assez symboliques d'un point de vue ou d'un autre. Je trouve que c'est un épisode hyper fort parce que c'est hyper difficile d'écrire Dr Manhattan et qu'il y arrive bien dans le sens où j'ai beau avoir cherché et gratter, me mettre poser toutes les questions de est-ce que ça va marcher, est-ce que tel élément fonctionne in universe, et en l'occurrence oui, il y a rien qui passe à côté. Ils ont fait le taf, quoi. Ils ont fait le taf sur la cohérence là où c'est un personnage hyper difficile à écrire. Je pense que c'est un épisode qui dit fuck Before Watchmen clairement, mais en même temps Before Watchmen était beaucoup moins bien écrit que ça, quoi. Donc il a le droit de le faire. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on découvre un Dr Manhattan qui au final, là où c'est un dieu, du point de vue humain pour être un dieu, est en fait complètement prisonnier de son destin. Il y a une faiblesse dans le personnage de là, en fait, du fait que il ne fait que suivre une ligne qu'il connaît déjà et il a absolument aucun moyen d'influer sur sa vie. Il est beaucoup plus prisonnier de
de sa vie que ne peut l'être un humain normal. Là où Angela a cette impression d'être 3 crans en arrière sur ce que c'est Manhattan, au final, elle a beaucoup plus de liberté que lui dans sa façon d'être. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans cet épisode, c'est que c'est l'épisode qui vient faire le lien et vient nous permettre d'avoir un Ozymandias qui va interagir avec d'autres gens que les entre guillemets clones. Maintenant, on sait qui ils sont, on sait d'où ils viennent. Du coup, les clones avec lesquels on les a vus pendant tous ces 7 épisodes avant. J'ai adoré ce Jeremy Irons qui peut interagir avec les autres personnages. C'est le premier personnage qui nous fait une pause générique d'ailleurs avec Jeremy Irons et son Ozymandias. On a beaucoup de réponses dans cet épisode. On nous soulève aussi quelques questions, on nous tease quelques éléments. Ouais, je trouvais que c'est un épisode assez exceptionnel. Moi, je le place dans mon top 3 d'entrée de jeu. Peut-être top 2 même. Ouais, pareil. L'épisode 5 reste assez exceptionnel dans son point de vue pour moi. Mais celui-là, je le mettrai juste après. Voilà, encore un grand épisode et j'ai vraiment très mal à me dire que... Enfin, j'ai beaucoup de mal à me dire que c'est fini la semaine prochaine. Et que peut-être si on a une saison 2, ça sera totalement autre chose. Donc c'est le paradoxe de se dire que à la fois j'ai pas envie qu'on étale l'univers, mais en même temps j'ai pas envie de quitter ces personnages. Je discutais la semaine dernière, pas plus tard qu'hier je crois, avec pour ceux qui le connaissent, République, qui me disait mais est-ce qu'il serait pas en train de nous teaser des comics par Tom King dans l'univers de Watchmen, et on en parlait la semaine dernière, mais ça me paraîtrait pas déconnant que Tom King se mette à écrire des comics autour de la série et soit des préquels, soit carrément développer un univers, des comics dans l'univers de Watchmen, genre le Batman de l'univers Watchmen, des choses comme ça. Il a l'air totalement dans l'esprit en ce moment, Tom King, donc je sais pas si j'adore Tom King, donc je sais pas si je dois anticiper ou avoir peur, mais Moi, je pense qu'il a pas trop le temps, mais ah mais il a quand même teasé du Watchmen bientôt, hein. Donc je ne sais qu'en penser, je suis tiraillé. C'était pas juste par rapport au Button? Non, je pense pas. Ok. Non, parce que c'est vraiment très récent. Alors qu'il a fini d'écrire Batman et tout, il est en train d'étudier du Watchmen, que ça m'étonnerait pas qu'il se mette à faire de l'univers autour de la série ou de l'entre-deux, tout simplement. Parler d'Ozymandias, parler de Lazy True, parler de plein de gens entre le comics original et la série, quoi. Ça me paraît assez probable en fait. À moins un comics Looking Glass, ça je signe. ouais. Si ça dépend l'équipe, parce que par exemple Before Watchmen, je trouve que sur certaines séries, l'équipe était vraiment pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de Watchmen. Enfin, je veux dire, Watchmen, c'est tellement, c'est au-delà du culte, je pense. Je trouve que c'est une place tellement haute dans les comics que faut faire vraiment gaffe, je pense, à qui tu mets sur le projet. Et bon, je veux bien si c'est lui, mais enfin s'il y a d'autres séries, faut vraiment je sais pas, j'ai très peur quand même d'une réadaptation en comics ou d'une suite ou quoi que ce soit. Ça serait un message assez fort de la part de DC, parce que la série oublie Doomsday Clock et oublie Before Watchmen, qui sont des comics publiés par DC Comics. Donc aller publier des comics autour de la série, c'est aller valider la non-canonicité de ce qu'ils ont publié avant, tu vois. Ça peut être assez... Bon, ça sera pas une première, ni une dernière. Ça serait pas la première, non. Et puis ils peuvent utiliser leur nouveau Black Label pour faire un peu ce qu'ils veulent. Mais, oui, voilà. Mais enfin bref. Sur ce, Guigui, est-ce que tu nous ferais pas ton résumé de la semaine de cet épisode réalisé par Nicole Kessel, et dont le titre, je sais pas si vous avez remarqué, mais on nous avait annoncé le titre, très subtil. God Walks into a Bar, avec la séparation de E et bar. Et au final, dans le titre, c'est clairement pas séparé. Et c'est pas pour rien. Finesse. Pour citer Dr. Manhattan himself, sex jokes. C'est ça. Alors, le résumé de l'épisode. Le passé d'Angela refait surface, notamment la période où elle a vécu au Vietnam, mais surtout sa rencontre et romance avec le Dr. Manhattan. À la manière de voir les choses de ce demi-dieu, l'épisode oscille entre passé, présent et futur,
permettant alors de résoudre bon nombre de questions posées jusqu'alors. Ah, c'est clair que ça résout quelques questions. Ouais, pas mal, hein, quand même. Hein. Rien que l'œuf et la poule, tu vois, on se posait la question de la signification Donc de l'œuf. l'œuf, Bon, bah voilà, c'est clair que là, ça ne pouvait être que ça. Mais du coup, ce qui reste comme question à poser, bah, c'est justement par rapport à l'horloge et au plan de Lady Trieux. Mais sinon, à part ça, le reste, ça me semble plus ou moins bouclé quand même. Qu'est-ce qui resterait sinon? Comment est-ce que Vade va s'évader? Est-ce qu'il est déjà sur Terre? A priori, moi, je serais pas étonnée vu qu'il a déjà cette bougie. Il a cette bougie quand il récupère son. Ouais, sauf que fer à on est en cheval. Il y a un 2018. gap, ouais. Non, d'ailleurs, non. Non, Si vous 2016. avez remarqué, 2016. on est en 2016. Parce Ouais. qu'il On est en il est 2016, parti ouais, il a- en 2009, du coup. Ouais. Et ça, alors on est parti du principe qu'il était parti en 2012. Mais en effet, dans les journaux, ça disait qu'on le voyait globalement plus depuis 2009. Et qu'en 2012, des choses avaient été validées. Sauf que oui, là, on nous explique qu'il est parti en 2009. Et du coup, après 7 ans, c'est 2016. Et 2016, Je pense que Non, t'as raison, d'ailleurs la blague j'avais oublié ça. sur la blague sur l'identité, pardon, comment ça s'appelle? Le fer- L'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle. La blague sur l'appropriation culturelle est faite pour dire que, enfin, juste c'est pour 2009. placer qu'on est en 2009. Hein. Ouais. J'ai l'impression. Alors après, la blague est drôle. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais ça fait double emploi, quoi. Sachant que moi j'appellerais ça plus un blackface qu'une appropriation culturelle si on est tatillon, mais effectivement ouais. Du point de vue d'Ozymandias, quand il dit ça, il parle à Dr Manhattan qui est blanc à la base et qui devient noir. Donc c'est... Ouais, mais je le vois comme une blackface. Et comme, Ouais, moi voilà, ce c'est que ça. je dis, trop bien vu, en effet. pour moi c'est plus une blackface qu'une appropriation culturelle, Ouais. mais bon le propos n'est pas là, mais voilà, c'est après je ne vais pas m'attendre de Ozymandias de connaître la différence entre une blackface et une appropriation culturelle. Je veux dire, le mec c'est sûrement un hockey boomer en puissance, donc Ouais, mais c'est un personnage. J'ai adoré le personnage dans cet épisode, moi, personnellement. Du fait moi aussi. d'interagir avec des personnes. Enfin, déjà, on le revoit avant ce qu'on a vu pendant cet épisode. On le voit en 2009, donc 24 ans après son plan. Et Et dans sa base, Dans sa base, ouais. Ouais, très diminué, très. Et entre cette scène-là, avec Dr Manhattan plus la post-générique, ce qui est montré du personnage, moi j'ai trouvé ça à la fois hyper touchant et hyper fort, quoi. Pareil. Ça le replace bien comme un personnage majeur de ce qui va venir après. d'ailleurs, il y a toute une image christique de Manhattan, mais moi, la scène Oui. de fin, quand il se prend des tomates alors qu'il est en position lui-même d'être accroché à une croix, m'a aussi rappelé, m'a aussi donné un peu une image christique, quoi. Pas trop le Ah moment oui, où il est en prison, clairement. mais le moment où il se prend une par une les tomates, ça fait vraiment le chemin de croix de Jésus allant sur sa montagne pour se faire crucifier, quoi. C'est drôle parce que moi, au niveau d'Ozymandias, à plusieurs reprises, j'ai trouvé qu'il avait carrément un côté luciférien, c'est-à-dire qu'il s'ennuie au paradis, quoi. Il ne rêve que d'une chose, c'est de retourner à l'endroit où il était considéré comme une vraie déité. Enfin, du coup, il a vraiment un côté, enfin, Lucifer dans le sens l'ange déchu, celui qui préfère régner en enfer plutôt que servir au paradis. Enfin, on revient souvent à ça. Ouais. Ouais, mais c'est via le prisme de la nécessité. Mais après, Bien c'est sûr. c'est clairement une question d'ego, et oui, tu peux le rapprocher clairement de Lucifer via son ego démesuré. Mais il y a un côté tragique un peu dans le personnage en même temps. Ah ouais, complètement. mais en même temps, franchement, Dr Manhattan, il lui a fait quand même un cadeau empoisonné parce que, je veux dire, Ozymandias ne pouvait pas anticiper ce qu'était ce monde a priori, et sinon, s'il avait su grosso modo à quoi ça correspondait, parce que quand même, Dr Manhattan, il lui décrit ça d'une manière assez sommaire, bah, je pense qu'il aurait réfléchi à 2 fois avant de dire oui, vas-y, envoie-moi. Oui, mais en même temps, c'est ce que désirait Veidt, hein, c'est que un monde où l'homme agit de manière. Oui, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que ce monde-là, il s'est décrit très sommairement et ça peut correspondre à tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, je l'ai trouvé vachement, imprudent de souhaiter ça. Donc, faut vraiment se méfier de ce qu'on souhaite, hein, c'est clair. Mais Oui, j'espère qu'on en reparlera parce que moi c'est une grosse interrogation que j'ai sur justement quand Manhattan l'envoie. Enfin, je prends un peu d'avance, mais quand Manhattan l'envoie là-bas, c'est vraiment qu'est-ce que c'est
comment dire, l'intention de Manhattan derrière ça. On dit, je sais pas s'il est dans la duplicité ou alors s'il est dans une innocence et que c'est Ozymandias Je pense qu'il est innocent, oui. Ah, la scène est vraiment ambiguë hein, sur comment il se comporte. On peut se poser la question, c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, tout du long, dans les premiers épisodes, Ozymandias, quand même, il liste un peu tout ce qui a été un peu foiré dans la conception de ce monde, en disant, ouais, bah, moi, si c'est moi qui l'avais fait, je l'aurais fait un peu mieux quand même, parce que des tomates sur des arbres, n'importe quoi. Donc, ouais, moi, je me dis que vraiment, par rapport à la façon dont décrit les choses, que Dr Manhattan décrit les choses, moi je pense qu'il est plutôt innocent par rapport à ça, et qu'il n'a pas du tout anticipé comment les choses allaient se dérouler, parce que bon, il ne voit que son propre futur à lui, il ne voit pas celui des autres. Ouais, je suis pas totalement d'accord, parce que... J'ai l'impression qu'il le piège un peu. Hein. Il y a une part de cynisme en fait. Moi je pense qu'il sait très bien ce qui va se passer, parce que lui-même a créé un monde où les gens qui sont dans ce monde sont dévoués à lui et s'est rendu compte qu'il se faisait chier. C'est stérile. Ouais. Mais je pense que en fait, ça devait arriver à Veidt. C'est-à-dire que quoi qu'ils disent, Veidt, il y aurait été parce que Veidt n'attendait qu'une chose, c'est d'être déifié. Et en fait, je pense que c'est justement ce qui est très touchant dans cette version de Veidt, mais aussi, je trouve super bien écrite, c'est qu'en fait, Veidt est puni par... il va forcément être puni par ses propres défauts en fait. Il crée tout un complot pour pouvoir sauver l'ordre mondial. Le complot nécessite que personne ne soit au courant. Or lui, pour pouvoir être bien, il a besoin que tout le monde soit au courant qu'il a sauvé l'humanité. Sauf que en disant qu'il a sauvé l'humanité, il va par essence détruire tout ce qu'il a fait à l'avance. Il y a une sorte de paradoxe dans ce qu'il a fait, et il a absolument besoin que les gens sachent que c'est un héros. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, il le dit lui-même. À part toi et très peu de personnes ne sait que je suis un héros. Et en fait, je pense personnellement que Manhattan savait ce qui allait se passer, mais que de toute façon, il savait que même s'il disait à Veidt qu'il allait pas se plaire, Veidt aurait accepté quand même, pour se rendre compte plus tard lui-même que ses propres défauts lui ruinaient la vie en fait. Tout à fait, Sans doute, mais du coup, je m'interroge sur la motivation de Dr Manhattan, s'il l'avait envoyé sciemment en se disant que ça allait mal se passer pour lui. Moi, je pense que c'est du cynisme de jouer sur la vanité de Veidt, de dire regarde, je vais t'offrir ce que t'attends, et en fait, il lui dit oui, ce que tu attends, tu le vivras. Sauf qu'en fait, il sait que ce qu'il attend, c'est pas ce qu'il veut au final, et que ce qu'il veut, c'est avoir une utilité. Et Manhattan sait que lui-même, il est plus utile dans ce monde en fait. Donc, dans ce cas, on peut imaginer que le Dr Manhattan sait que Ozymandias doit être à un certain moment, à un certain endroit, donc dans le dernier épisode. Et dans un certain état d'esprit après avoir traversé tout ce qu'il a traversé. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Du coup, il y a une part de calcul, peut-être pas de calcul, de manipulation cynique, mais en tout cas de calcul de la part de Manhattan qui se dit il doit traverser ça. Quoi. Mais dans ce cas, c'est pas vraiment un calcul, parce que comme le disait tout à l'heure Manu, avec laquelle je suis totalement d'accord, je pense que Dr Manhattan subit sa ligne temporelle plus qu'il ne la contrôle. Complètement. Ouais. Et que du coup, oui, pour moi, c'est pour ça que c'est pas sciemment, dans le sens où il le fait pas exprès, quoi. Il le fait parce qu'il doit le faire, c'est presque instinctif. Ouais, tout à fait, ouais. Pour moi, c'est tout l'intérêt de sa rencontre, enfin, c'est tout l'intérêt de l'épisode, c'est qu'on voit petit à petit qu'il choisit pas ce qu'il doit faire, et qu'en même temps, il a besoin que ça se passe pour que ça se déroule de manière normale. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu bizarre qui fait que il y a un moment, il dit à Angela qu'il a pas envie qu'il s'engueule, mais que de toute façon, ça va arriver. Il y a tout ce truc de savoir qu'est-ce qui doit arriver, et est-ce que son avis a un intérêt, apparemment pas vraiment. Ouais, plus que ça même, parce que quand Angela lui dit « Est-ce que je dois le dire ?», il lui répond « Oui voilà. ». Quand elle s'apprête à lui dire « Pars ». Donc c'est vraiment, il a besoin avant le oui, tu vois. Oui, mais elle lui demande « Est-ce que tu as vraiment besoin que je lise ?» et il lui répond « Oui ». Ça veut dire qu'il a besoin... Je pense qu'il hésite parce qu'il n'a pas envie de s'entendre dire « Pars », mais qu'il a besoin que les choses arrivent dans l'ordre dans lesquels elles sont censées se dérouler. Moi, je vous rejoins complètement sur la prédestination et sur son impuissance face à comment dire, la causalité des choses. Mais
pour moi, ça exclut pas une idée de légère revanche de Manhattan sur Ozymandias. Il peut savoir ce qui va se passer et il peut quand même jouir du moment de se dire, enfin, ce gars l'a piégé quand même. Il est toute puissance et dans le comics, il s'est fait avoir. Enfin, le final, c'est quand même Ozymandias qui le plie à sa volonté. Et je peux pas m'empêcher. J'ai re-regardé la scène vraiment 4-5 fois. Alors peut-être qu'effectivement, j'y projette des choses, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce petit moment où il se dit, là, c'est le moment de ma revanche parce qu'il part faire, comme Clara disait, il part faire son chemin de croix et c'est moi qui l'y envoie et il y va les yeux fermés. Et il y a comme une petite revanche narquoise de la part de Manhattan, ce qui enlève absolument rien sur le fait qu'effectivement, peut-être qu'il sait ce qui doit se passer et qu'il sait que ça doit se passer comme ça, ouais. C'est vrai que ce serait possible rien que le simple fait qu'Ozymandias le rappelle qu'effectivement il l'avait piégé. Exactement. Oui. C'est vrai. Mais je suis d'accord, Clément, dans le sens où en fait, il faut différencier les événements que Manhattan est obligé de dérouler et ce qu'il en ressent. Et on le voit à travers son rire. C'est exactement ça. Ouais. Son rire quand il dit, quand il sourit, quand Veidt lui dit qu'il a aucune imagination, où il sent l'ironie, tu vois. Il ressent l'ironie. Il sait qu'il vit les choses dans un certain ordre, qu'elles sont ironiques pour le public, en fait, pour nous. Et ça le fait pourtant rire. Et je pense que c'est une évolution du personnage, en fait, qu'il avance vers ça et que petit à petit, il arrive à se détacher de lui-même et à se dire que c'est quand même drôle que la façon dont me perçoivent les gens amène à ce genre de comportement, quoi. Enfin, ce genre de réponse. Ouais, sachant que ça me rappelle le fait que Laurie, dans la boîte, lui dit je sais pas pourquoi je continue à venir dans ces téléphones là pour pour te raconter des blagues, sachant que tu n'as jamais eu aucun sens sens de l'humour. Et là, on le voit rire 2 fois. Je pense vraiment que le rire était clairement une évolution du personnage. D'ailleurs, ce que Veidt lui dit, elle t'a changé, quoi. C'est une bonne illustration en plus, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît, enfin c'est comme si quelqu'un connaissait la fin d'une blague et pourtant quand il la raconte ça le fait rire, enfin c'est comme la blague du Joker à la fin de The Killing Joke, on a beau connaître une blague, si elle est bonne et qu'on la raconte, on connaît la chute et pourtant elle nous fait rire, et là j'ai l'impression que c'est un peu le même principe avec Manhattan. Ouais. Justement, on parle d'évolution. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit justement sur Internet, Romain, donc je sais que tu nous écoutes, donc coucou. Coucou Romain. Qui disait, mais comment ça se fait que Dr Manhattan, à la fin de la BD, il se détache complètement de l'humanité ? Qu'est-ce qu'il fait revenir finalement ? Pourquoi il revient ? Pourquoi Angela ? En fait, à la fin de la BD, on a une évolution où le personnage se détache complètement de son humanité pour vraiment devenir une espèce de dieu caillou, quoi, qui doit partir d'ailleurs justement dans une autre galaxie, puis finalement il va sur Europe. Est-ce qu'il y a là, il n'y aurait pas une espèce de petit décalage ? Je suis pas... Non, pour moi, parce que déjà dans le comic book, ce qu'il ramène à l'humanité, c'est le moment où Laurie lui explique qu'elle est née c'est là où il parle de miracle thermodynamique, en fait, d'un amour qui n'aurait pas dû être, quasiment, en fait. D'après la logique, ça n'aurait pas dû être. Et au final, cet amour donne Laurie. Et c'est ce qu'il ramène, ce qu'il rattache à l'humanité au moment où il est parti sur Mars, et ce qu'il réimplique dans le combat humain. Et à partir du moment où les événements de brouillage de Veidt, qui a brouillé sa perception du futur, a lieu, derrière, il a une perception du futur. Donc il a beau nous dire je vais aller créer la vie je vais partir créer la vie, lui à partir de ce moment-là il sait ce qui va se passer et il ne fait plus que redérouler les événements. Donc tu vois, en fait il l'a fait, en fait, aller créer la vie ailleurs, et il est revenu à un moment donné. Et quand Voilà, Romain, tu as ta réponse. Il a même créé la vie en ayant la connaissance déjà du fait qu'à partir d'un certain temps ça va le saouler et que cette nouvelle vie va pas lui aller. Donc il a cette malédiction qui va sur lui. Il a par contre ce petit brouillage encore en plus de quelques années, enfin d'une dizaine d'années, qui justifie qu'il ne sait pas tout, mais qu'il sait les événements d'avant, il sait les événements d'après. Mais où est-ce que je voulais en venir ? Oui, pour moi il n'y a rien d'incohérent dans le sens où il ne fait que dérouler le script, en fait. Le Dr Manhattan, c'est un acteur de la vie. Merci pour ta réponse. On aborde la temporalité de ce podcast exactement comme la temporalité de l'épisode, j'ai l'impression. Il n'y a pas de logique. Hein. On sent que c'est l'épisode 8, c'est presque la fin de la saison, on est tous fatigués.
On sent On que est tous en slip chez nous. l'épisode est un peu, en plus, enfin, compliqué. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses de pistes qui sont envoyées pour la toute fin en plus. Donc, Bah justement, tu parlais du fait qu'il ait créé la vie. Est-ce qu'on peut parler donc du fait qu'il a utilisé ce couple de Lady et de Lord pour les créer, mais moi j'ai pas pu m'empêcher de me poser la question si c'était pas une certaine punition en fait, parce qu'il prend des gens qui sont à la base un Lord et une Lady, c'est-à-dire des gens qui dirigent, tu vois, la classe dirigeante, et il les crée de manière à ce qu'ils soient dans leur propre château, mais qu'ils soient des serviteurs en fait, et qui n'aient pas de Ah non, moi je l'ai clairement plus vu comme un hommage et comme la concrétisation d'une promesse en fait, Ouais. que comme une punition pour eux. Parce qu'en fait, ils sont quand même présentés comme des bons personnages, des personnages qui viennent lui faire découvrir des choses sur la vie et qui viennent lui donner une pierre angulaire de son existence en fait, lui expliquer ce que c'est l'amour et la création. Justement, c'est ce que j'ai trouvé. Enfin, c'est clairement ce qui est dit dans le texte, c'est qu'il le fait comme un hommage que c'est son Adam et son Ève. Mais j'ai trouvé qu'au final, c'était assez ironique que cet hommage qu'il crée, cette chose belle, en fait, il en fasse juste des serviteurs qui soient. Au final, quand en plus il envoie Veidt, et il sait qu'il va envoyer Veidt, il se retrouve à créer à des gens à qui il est censé. Faire un hommage, il se retrouve à les créer pour qu'ils soient de simples de simples serviteurs sans aucun apparemment volonté propre, et qui en plus vont se faire assassiner encore et encore et encore par un mec qui va les détester, quoi. Mais c'est pas exactement ça qu'il dit dans ce qui a motivé la création. Et moi, je le vois presque comme enfin, pour moi, c'est un commentaire quasi politique de l'équipe de Lindelof. Il crée un monde, enfin, ce que Manhattan dit, c'est qu'il crée un monde où pour chacune des personnes, l'intérêt des autres est plus important que l'intérêt de soi. Ce qui fait que Ouais. quand tu mets au milieu de tout ça une personne dont l'intérêt de soi est plus important que l'intérêt des autres, bah forcément, ça crée ce genre de système. Et là, ça devient un commentaire sur les guerres raciales et sur l'esclavagisme, sur beaucoup de choses. Mais en soi, le monde qu'il a créé, c'est juste un monde où les gens abandonnent cet égoïsme et cette volonté de se faire passer avant les autres. Donc Ouais, c'est pas faux. techniquement, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est plutôt il a plutôt tendance à essayer de placer un système de valeurs et de morale bien plus important, enfin bien meilleur que le nôtre en fait. Ouais, c'est du pur altruisme, mais qui est Ouais. complètement corrompu et dévoyé par Veidt une fois qu'il est sur place, quoi. Et pour moi, la vraie vocation de ce monde, c'est de vivre isolé en fait, de ne pas avoir d'intervenants extérieurs. Le fait d'avoir Manhattan et le fait d'avoir Veidt, ça crée le besoin de servir, alors que une fois que tu les laisses ensemble, juste ensemble, bah, ils vont naturellement créer un monde meilleur en fait. Et du coup, Et ça c'est veut l'Europe. dire... Ouais. Cette Excuse-moi. Excuse-moi, en étant à deux doigts de me faire virer en étant à deux doigts de me faire brexiter du pays. Tu vois. Qu'est-ce que je veux dire non, mais du coup, je trouve que c'est un dieu assez cruel en soi-même, du fait qu'il envoie Ozymandias sur place, sachant qu'il sait qu'il envoie Ozymandias, qui va profiter de personnes qui n'ont pas de moyens de défense contre lui, en fait. Donc, même si c'est pas volontairement une punition, ça reste un dieu qui leur envoie quelqu'un qui va clairement être plus que négatif, quoi. Mais est-ce qu'il le sait? Je sais pas s'il le sait, hein. Parce que, Oui, parce que encore de une toute fois, c'est façon, vrai il y a qu'on se le- dit, il est omniscient sur Ouais. sa propre existence, mais pas il est pas omnipotent, hein, c'est vrai. Ouais, mais Ouais, ouais. il sait les créations qu'il a et qu'il sait que c'est des créations qui... Lui-même le dit que quand il est là-bas, elles n'ont pour vocation que de le servir. Et d'ailleurs, il le dit à Veidt comme d'une chose qui lui fait vendre... Enfin, qu'il dit à Veidt comme d'une manière de présenter la chose en bien, tu vois, de lui offrir quelque chose. Du coup, il le sait clairement. Et je pense que il est assez intelligent pour se rendre compte de qui est Veidt, quoi.
Mais Manhattan a prouvé à plusieurs reprises qu'il a beau être supérieurement intelligent, quand il s'agit de lire les caractères des gens, il peut se montrer extrêmement maladroit et pas comprendre, ne plus comprendre en tout cas comment fonctionnent les êtres humains. Donc après c'est vraiment une interrogation. Je dis pas que ça marche pas, mais c'est vrai que je me demande est-ce qu'il sait ce que va provoquer l'arrivée de Veidt sur son monde idyllique. C'est une vraie question. Ouais. Moi, En même temps, il y a un truc, pour en revenir au couple du château du début, il y a un truc que j'ai adoré dans ce passage, c'est le moment où il lui donne la Bible et où John leur dit bah, mais je crois, enfin, mon père m'a appris à pas croire en ça, quoi. Et ce que le couple lui répond, c'est pas grave, c'est quand même de belles histoires. Le pouvoir de l'histoire. Ouais. Ouais, et dans la Bible, il y a quand même la mise à l'épreuve des humains par Dieu. Et en soi, via l'introduction de Veidt dans le monde qu'il a créé, c'est quand même une sacrée mise à l'épreuve pour ces créatures. Et on l'a vu avec le procès et on l'a vu avec le garde-chasse dans cet épisode. Et il y a une émancipation des personnages, une émancipation de ces créatures par rapport à ce qu'elles étaient au début, ces pauvres... Enfin, au début, c'était que des serviteurs, et là, ils en sont à l'insulter, quoi, à lui crier dessus, à lui balancer des tomates à la gueule. Ouais, mais de la même manière, donc bon, déjà je trouve ça super intéressant qu'on a le retour du fer à cheval et du coup le fer à cheval avait un sens du premier épisode, mais en même temps je me dis aussi qu'à la fin le fer à cheval, quand donc Veidt, on lui redonne un gâteau pour ses 7 ans et il trouve un fer à cheval dedans qui lui est offert par Mr. Phillips et Mrs. Cruikshanks, et en même temps, moi je l'ai lu aussi comme eux qui ont décidé de se mettre du côté de leur maître, donc ça peut être en même temps, il y a une émancipation des autres, et eux une émancipation, et de Cruikshank et Phillips, il y a une émancipation par rapport au garde-chasse, mais aussi un choix volontaire d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, quoi, aussi cruel soit-il. Ça expliquerait peut-être le clin d'œil que fait la procureure à la fin du procès, où on se dit, tiens, elle le charge à mort, et puis hop, elle lui fait un clin d'œil du style, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc oui, peut-être, pourquoi pas. D'ailleurs, moi, ça me fait poser la question, comment ils savent qu'ils doivent lui donner un fer à cheval, et pourquoi c'est à plein de moments différents pendant ces 7 ans. Du coup, ça me fait penser qu'il pourrait avoir les pouvoirs de Manhattan. Ouais, voilà, les pouvoirs de Manhattan, ou une manière de voir le monde comme celle de Manhattan, sachant que Manhattan a dit qu'il ne pourrait donner son pouvoir qu'à des personnes consentantes. Et en plus, ça me fait me poser une autre question. On comprend, enfin, le garde-chasse explique qu'il fait partie du duo qui est le premier, mais du coup on voit très bien dans l'épisode qu'ils sont deux premiers. Du coup je me demande si on va nous expliquer ce qui s'est passé du coup pour la deuxième du coup. Mais est-ce que ça serait pas la procureure? Est-ce qu'il y aurait pas justement, je reviens à mon Lucifer qui, quand il fait sécession du paradis, part avec un certain nombre d'anges. Est-ce qu'effectivement il y aurait pas une partie une partie qui rejoindrait Veidt sous la coupe de Eve, procureur, et alors que le garde-chasse est lui le Adam qui lui est contre Veidt. Enfin, il pourrait y avoir scission. Après, encore une fois, ça me paraît un peu ambitieux à raconter alors qu'il reste un seul épisode. Mais ça pourrait être intéressant. En tout cas, moi je voulais relever, c'est vrai qu'on l'a, enfin, ça passe presque inaperçu, mais je trouve les deux acteurs qui jouent donc les clones vraiment vraiment bons. Surtout de les voir dans le rôle des deux lords, puis ensuite de les voir dans les différents aspects de serviteurs. Je trouve les deux acteurs assez vraiment impressionnants. Ouais, surtout que quand ils sont dans le rôle de lord, surtout je vais l'appeler Mr. Phillips même si c'est pas son nom. Tu sais, pendant un long moment, tu sais pas s'ils en veulent au garçon ou s'ils vont être aimables, ou si au contraire ils essaient de le prendre sous le réel, parce qu'à un moment je me suis demandé est-ce qu'ils sont vraiment en couple, est-ce qu'il a vu quelque chose qu'il aurait pas dû voir, est-ce qu'il va se passer quelque chose, et en fait tu découvres que est-ce qu'il va passer par une fenêtre. Ouais, a priori ça je savais qu'il allait pas passer par une fenêtre, mais effectivement tu sais au début la manière dont ce que j'aurais réagi de la même manière si tu es en train d'essayer d'avoir des relations avec ta femme et que tu entends du bruit dans ton armoire, effectivement
effectivement, j'aurais pas pris ça de manière gay, mais au début, tu sais pas trop comment ils vont réagir et pourquoi ils veulent lui parler, s'ils veulent lui parler pour l'engueuler ou au contraire pour lui dire t'inquiète, c'est pas grave, quoi. Et effectivement, ils sont super bons, quoi. C'est plein de tendresse, comment ils réagissent. Après, moi, je me suis fait une réflexion. Le seul truc qui m'a gêné un peu avec eux, c'est le fait que donc ils aient des réfugiés de l'Allemagne, donc des réfugiés a priori juifs, et ils leur offrent des bibles. Alors bon, je sais que la Bible juive en tout cas pour l'Ancien Testament, est très proche de la Bible chrétienne. C'est à peu près le même texte qui a été un peu modifié, mais je trouve ça assez bizarre comme manière d'accueillir des gens qui ont fui leur pays à cause de leur religion, de leur dire ah tiens, voici une Bible de notre religion. Enfin, j'ai trouvé ça m'a un peu gêné ce passage, et je sais que c'est quelque chose qui en plus existe dans la vraie vie, parce que par exemple quand vous allez voir les évangélistes, etc., il y a des gens qui accueillent des réfugiés ou des gens dans le besoin, mais à condition qu'ils se convertissent à leur propre religion, à leur propre vision de la religion chrétienne et donc évangéliste, toi. Et c'est juste ce petit moment qui m'a fait poser pas mal de questions et qui m'a après plus tard me fait demander si c'était pas une punition, le fait qu'ils soient des serviteurs de Veit. Après, c'est peut-être juste qu'ils avaient besoin, enfin parce que la manière dont ils lui disent après, mais c'est aussi juste des belles histoires, ça peut être juste ils lui donnent une Bible parce que ouais, c'est du prosélytisme doux. Non, mais après, c'est peut-être aussi juste, pour eux, ils y pensent pas comme ça, ils pensent juste que pour eux, une Bible, c'est important dans leur propre schéma de pensée, et que du coup, c'est un beau cadeau, et ils pensent pas forcément au fait que, ah oui, ce sont des gens qui fuient des persécutions religieuses, et qu'ils ont peut-être pas envie qu'on leur offre notre propre Bible, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Ouais, Ouais. moi aussi, ouais. Je pense. C'est du pur Lindelof dans le texte, quand même, cette approche de la religion avec la Bible et tout, je trouve. Ouais. Du coup, revenons-en peut-être à l'intrigue principale et à cette relation, ce tunnel de l'amour, mais cette relation qui naît entre Angela et Manhattan, relation qui se noue en fait à travers tout l'épisode via une première rencontre où de fait Manhattan sait tout, Angela ne sait rien, et les choses vont défiler en fait devant nos yeux, et nous on sait ce qui va se passer, on sait que bien sûr tout ce qu'il dit ça va se réaliser, mais on a quand même envie de savoir comment. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose en particulier sur lequel il souhaitait revenir de ce côté-là, à part que Regina King est toujours la meilleure? Moi, j'ai envie de dire que, en fait, Manhattan, déjà, il sait pas tout. Enfin, déjà, il y a le Tunnel of Love qui est une période où il sait pas du tout ce qui se passe. Il le dit à plusieurs moments. Il dit que il sait qu'elle est là quand il perd la mémoire, et il sait qu'elle est là quand il retrouve la mémoire. Et à un moment, il dit aussi autre chose. Mince, je sais plus ce que je veux dire. Il y a un... Bah, il dit qu'il est perturbé en tout cas. Oui, voilà. Et quand il parle à Hooded Justice, à Will, il fait passer le message, qui prouve bien qu'il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Enfin, qu'il y a un truc vraiment qu'il lui aussi est acteur de la trame narrative, quoi. Que finalement, il n'est pas aussi omniscient qu'il pourrait l'être, quoi. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur le départ de la scène, il se sert de ses pouvoirs comme d'une pick-up line. Alors, je sais que je déteste les pick-up artistes, mais le truc de si je vous dis pourquoi vous êtes là, j'ai le droit de m'asseoir à votre table. Je trouve que c'est une utilisation très triviale de ces incroyables pouvoirs. C'est vraiment genre, j'ai des pouvoirs, je vais m'en servir pour la drague. J'ai trouvé que le clin d'œil était rigolo. En plus, c'est tellement un pick-up artist parce que le mec, il fait de la magie, genre en faisant apparaître un œuf, c'est tellement le truc pick-up artist qui se croit... Il y a pas mal de plans, moi j'ai beaucoup aimé, il y a pas mal de plans en fait sur ses mains, plus que sur en fait du coup il personnifie le Dr Manhattan plus à travers ses mains qu'à travers son visage dans les parties où il n'est pas interprété par l'acteur qui joue ouais. Cal, du coup. Mais il est pas interprété par Cal, parce que je me suis demandé si c'était le même acteur, justement. Parce qu'il est clairement pas censé avoir son visage, mais il a une voix en tout cas qui lui ressemble. Non, il a pas, il a pas la même voix. C'est même quand il prend le corps de Cal, elle lui dit ta voix a changé. Ouais, cependant, je pense que ça reste le même acteur.
C'est possible que ça Ouais, reste tu le crois même que c'est le même acteur et acteur qu'ils aient Ouais, pas mais doublé le qui truc, joue qu'ils ont juste juste doublé différemment la sur voix. voix. Moi, j'ai l'impression qu'il a juste Oui, une un voix f- plus aiguë, mais que c'est la même voix, en fait. Mais juste pas le même ton de voix. Moi, je chipote, mais j'ai vraiment l'impression, quand on a les plans de l'arrière de son crâne, que c'est pas l'acteur qui joue Cal. Bah, c'est ce que je me suis dit, on dirait pas du tout la même forme de tête. Non, il a Mais- pas le même cou, il est moins massif. Alors du coup, c'est peut-être un figurant, tout simplement, le gars. hein. Oui, ou Et alors, que la enfin, voix, ce soit encore un autre. c'est une silhouette. Ouais, probablement. Et d'ailleurs, je sais pas si vous aviez remarqué ou pas, mais le bar, c'est le bar dans lequel le comédien se Ouais. faisait... Ouais, Le Eddie's Bar, d'ailleurs, il s'appelle. c'est ça, c'est ça. Ouais, j'avais noté le nom, mais Ah, j'avais j'avais pas pas fait remarqué gaffe, que c'est... Enfin, je savais pas que c'était le nom du bar où le comédien tuait la mère de son enfant. C'est Mais ça. Sinon, moi, c'est peut-être le gros hic de l'épisode, c'est que je trouve que quand on voit le docteur Cal à la fin de l'épisode, je trouve que le maquillage bleu ne marche pas du tout et que ça me sortait de l'épisode quand on le voit. Quand Quand il brille pas, tu veux dire. Mais les deux, hein. Ah ouais. Enfin, quand il brille, c'est un peu mieux, mais quand il brille pas et qu'il a les yeux noirs de Les yeux pas l'acteur. blancs, Ouais, ça, je suis d'accord. Très étrange, ça fait un petit peu, ça m'a vraiment sorti de l'épisode, quoi. Ok. Bah, quand il brille, qu'il a les yeux blancs, moi je le trouve vraiment parfait et j'étais vraiment très très content. Mais c'est vrai que quand hop, il redevient entre guillemets normal avec ses yeux entre guillemets normaux, ça m'a gêné aussi, surtout que c'est pas ce qui se passe dans la BD ni dans le film. Quand il baisse en luminosité, ses yeux restent toujours blancs malgré tout. Donc c'est vrai que moi le fait que ses yeux ne soient pas blancs, ça me gêne un peu, mais bon, ça c'est vraiment pour chipoter. hein. Ça l'humanise, quoi. Ouais, mais un peu trop du coup. Moi, personnellement, ça m'a trop rappelé les cris dans Agent of Shield. Je suis désolée pour le... Mais du coup, surtout qu'il a il a du noir sous les yeux, en fait, et ça se voit tellement que c'est du maquillage. J'avoue que moi aussi, ça m'a pas mal sorti de la vision, enfin, de l'épisode, quoi. Ouais, ça m'a pas tant perturbé que ça parce que je considère que c'est quand même un personnage qui, si tu le voyais dans la vraie vie, sortirait du lot, quoi. Oui, bien sûr. Aurait un bien sûr. côté hyper bizarre. Donc, pourquoi il serait pas bizarre comme ça Pourquoi Bah, pas c'est même ce qu'elle lui dit. Pour l'instant, tu peux sortir parce que c'est le jour de la victoire, mais demain, tu pourras pas sortir au grand jour. Tout un teinté de bleu, quoi. Après, je pense que je suis aussi clairement biaisée parce que je connais Manhattan que du film et pas de la BD, Ouais. et que du coup je compare uniquement au visuel du film qui sont sans arrêt, même quand il brille moins, il brille toujours. Donc effectivement, je pense que je suis totalement biaisée sur cette affaire parce que je pense que quand on a l'habitude Ouais, de le mais- voir en dessin, c'est plus similaire en fait. Et t'as quand même le côté dans la BD avec les yeux blancs et tout qui font que, en effet, c'est plus son côté lumineux qu'on voit dans le film ou qu'on voit dans la série. Mais le côté un peu plus terre à terre, juste bleu, en effet, on le voit assez peu. Mais je peux comprendre, hein, mais après, c'est un parti pris créatif, pourquoi pas. Je suis déçu de m'être encore fait spoiler dès ce matin par l'acteur lui-même Moi, dès le une réveil. photo de Cette sa photo, tête avec son oui, maquillage, là, putain, il abuse. Arrêtez d'aller sur Twitter, les gars. Ah Ouais, mais c'est- moi, toute c'est un la journée, réflexe, c'est- le matin, je lance Twitter. Ah, surtout que voilà, il était 7h et quelques, le mec il poste déjà ça, parce que j'imagine qu'aux États-Unis l'épisode venait juste d'être de passer, et c'est le premier truc que j'ai vu en arrivant ce matin sur Twitter. Je me dis putain, il a déjà fait le coup la semaine dernière, il est chié. Il a tweeté quoi? Comme une espèce de photo d'identité, tu vois, de son visage avec le maquillage complet, Après, quoi. c'est pas le plus gros spoiler qui soit, hein, parce qu'on savait. Non, que non, c'était c'est lui, pas du le coup, mais quand même, pourquoi, quoi. Enfin, Tant qu'à faire, ouais, j'aurais aimé avoir la surprise, quoi. Mais bon, tant pis. Pour la semaine prochaine, tu sais, n'allume pas Twitter tant que t'as Ou pas... alors- ouais, ou mute-le, alors tu le mute-le, bloques. ouais, mute-le. Ouais, peut-être le muter, je sais pas. Ouais, mais Regina King, elle va te balancer des spoilers aussi, fais gaffe. Oui, c'est peut-être, vrai ouais. que moi, je me tâte la semaine prochaine à le mater avant d'aller au boulot, sans lancer Twitter, juste pour éviter tout spoiler, quoi. Parce que j'ai un Peut-être peu, exceptionnellement aussi, ouais. j'ai un peu cette crainte Game of Thronesque de spoil en cours de journée. Je pense qu'on est un peu... Surtout qu'il y a de plus en plus de monde qui commence à regarder la série, donc effectivement, t'es pas à l'abri que monsieur Martin ou monsieur Machine Bidule, elle te poste le gros spoiler de la mort. Parce que là, ouais, je sais pas si vous avez vu donc sur Internet, notamment sur un article de Comics Blog,
Le premier épisode, il avait fait 1,5 million de téléspectateurs donc, sur HBO aux États-Unis. Et avec le cumul du replay, il est passé de 1,5 à 9 millions. Donc c'est clairement que la série, elle monte en puissance petit à petit. Ouais. Mais moi, le lundi est devenu ma journée sans Twitter. Moi, j'ai pas de journée sans Twitter, malheureusement, mais il faudrait le mettre le lundi midi. Je pourrais faire une demi-journée sans. Mais non, c'est trop... Sinon, j'ai envie de dire, faites comme moi. Quand aujourd'hui, exceptionnellement, je travaillais pas et du coup, j'ai regardé au petit déjeuner. Quand j'ai voulu tweeter une blague de merde, excusez-moi du nom, pour éviter de spoiler tout le monde, je l'ai encodé en bas 64. Faites ça, encodez mettez le lien pour décoder et faites votre blague pourrie que vous voulez faire qui va changer la vie de personne. Et comme ça vous pouvez tweeter sans oublier de tweeter vos trucs et vous évitez de spoiler tout le monde. Faudrait que ça devienne... C'était quoi la blague Ah oui, Downton Manhattan. C'était vraiment une blague de merde, hein. La blague vraiment pourrie, mais je voulais pas qu'on m'accuse d'avoir spoilé des gens, parce que sans que ce soit vraiment spoiler, ça restait un... Enfin voilà, quoi. J'ai aimé... Juste sur le tout début de la scène dans le bar, enfin pas le tout début, mais le début de leur conversation, j'ai aimé une des mentions sur quand elle lui demande « mais vous êtes pas sur Mars ?» et qu'il explique, donc là il nous balance donc la résolution de qu'est-ce que sont ces vidéos de lui sur Mars. Mais au-delà de répondre à ça, c'est vrai que je trouve ça intéressant parce que ça met vraiment en avant quelque chose que Lindelof a l'air de souvent mettre en avant dans ses séries, c'est cette idée qu'on ne peut pas supporter l'absence de Dieu, et c'est vrai c'est renvoyé aussi avec le principe des cabines, mais comme si même des gouvernements se rendaient compte que un Dieu, une fois qu'il a été vu, ou en tout cas une fois qu'il a été prouvé vrai, son absence est tellement insupportable que non, il faut comme on a créé un Dieu, alors bon, j'essaye de choquer personne en fonction des croyances de chacun, mais en tout cas on a besoin de se créer quelque chose parce que l'absence de toute divinité nous est complètement insupportable en tant qu'humanité, et je trouvais que l'idée était vraiment chouette. D'ailleurs, justement, c'est un truc dont j'étais pas sûre d'avoir compris. Si il dit que lui sur Mars c'est quelque chose de programmé, et j'ai pas compris si c'était programmé par Lady True, par l'État, ou si c'était lui qui avait programmé une sorte de poupée de lui pour faire des trucs sur Mars. C'est pas explicite. Mais je pense que ça vient pas de lui. Moi, je pense que ça vient de l'État, de l'État, je pense, ouais. Parce que mais en tout cas, il a pas l'air. Moi, pour moi, comment il le dit, il a pas l'air d'en être à l'origine. Il a l'air de signifier que vraiment c'est un truc qui est fait. Enfin, il était pas là-bas, mais c'est pas lui qui l'a fait. Moi, j'ai pas cette impression quand déjà l'épisode à travers à travers un dialogue nous explique qu'il y a un lien entre Lady True et Ozymandias dans le sens où ils communiquent en 2009 où ils sont en relation. Il l'appelle le petit éléphant. Donc c'est pas très subtil, hein, mais quand on nous parle d'éléphant, on nous dit clairement il y a un lien. Peut-être en effet que il y a un lien, que les deux travaillent ensemble, et Lady True est probablement dans le secret par rapport au complot original, et peut-être qu'ils ont travaillé ensemble pour mettre en place ce truc en fait, tout simplement. Ouais. Non, mais déjà deux choses. Le fait qu'il cite Lady True me convainc dans l'idée que ce soit Lady True qu'il écrive encore Dr Manhattan. Enfin, je suis emprisonné par Dr Manhattan ou quelque chose comme ça. Et le fait que la dernière fois, on avait parlé du fait que potentiellement ce soit sa fille, et que là, il parle d'avoir 8 millions d'enfants, sachant que je me suis posé la question si c'était, est-ce qu'il parle des gens sur la planète qui ont survécu, mais il y a bien plus il y a quoi, 60 millions de personnes sur la planète, même en comptant une différence de, admettons que au vu du changement historique et que la moitié ça reste non pardon, je dis même pas 60 millions, pardon, on en est à 60 milliards. Je me demandais ce qu'il voulait dire par le fait qu'il ait 8 millions d'enfants juste après avoir parlé de Lady True, justement. Moi je pense que c'est les gens traumatisés par le 2 novembre, les 8 millions. C'est ça, hein. Il y a eu 3 millions de morts, mais qu'il y a eu un peu plus en traumatisme psychique, et je pense qu'en fait c'est juste pour dire qu'il a traumatisé 8 millions de personnes, quoi. Je pense que c'est millions, parce que moi j'ai entendu milliards. Ouais, moi aussi. C'est 8 millions, je crois.
Ouais, il me semble il parle de 8 milliards qui se lèvent de leur berceau, et donc du coup, la totalité de la population humaine à ce moment-là dans l'univers de Watchmen, parce que là, on en est à 7,6 Non, il dit, milliards. il Ouais, dit ouais. all 8 million of them. Ouais, il me semble. Hein. Ok, parce que la traduction française, le sous-titre, il parle bien en milliards. Ah. Alors c'est peut-être une mauvaise traduction, et comme je suis pas très bilingue, j'ai pas bien compris. Moi, je l'ai maté en anglais avec des sous-titres anglais. Il me semble bien que c'était des millions. Donc, D'accord. Sachant que c'est possible que la personne ait traduit rapidement et que million et billion, ça reste très proche. Et... Ouais, je me trompe tout le temps, moi. qu'est-ce que je voulais dire? Parce que je suis en train de tricher, j'essaye de choper les sous-titres entre-temps pour voir si c'est 8 millions ou... Moi, je peux combler avec un détail, si tu veux. Ouais, vas-y. Pareil, tout début d'épisode, on revoit la fameuse fresque C'est mignon. christique. C'est mignon, ouais. Ouais. On revoit la fameuse fresque christique là qui est située au-dessus du bar dont on avait parlé dans l'épisode précédent où il y avait marqué Murderer et où il avait des cornes, où là cette fois c'est carrément un énorme pénis qui est dessiné sur l'image christique de... mais en même temps moi je trouvais au-delà du côté drôle, je trouve que c'est un thème en fait qui irrigue absolument tout l'épisode, c'est le mélange entre le profane et le sacré. C'est vraiment tout du long, il y a une opposition, enfin il y a une dualité pardon entre toutes ces références qui sont christiques, bibliques, qui sont religieuses, qui touchent au mariage, dans ce qu'il a de rituel sacré, ainsi de suite, et ramener à des choses très triviales, enfin le sexe, il y a vraiment beaucoup de moments qui sont basés sur cette dualité, notamment par exemple quand il parle de la création du monde. Et que intervient cette très bonne vanne d'Angela 90 qui lui dit 90 secondes pour créer la vie, c'est effectivement courant chez les hommes. Ouais, là je trouve ça génial parce qu'effectivement c'est drôle, mais en même temps on part de quelque chose le sacré absolu qui est la création du monde pour arriver sur du très trivial qui est le rapport sexuel, et c'est vraiment quelque chose tout le long de l'épisode qui fonctionne sur ce principe de dualité, et qui du coup résume bien finalement le personnage de Manhattan, qui est un personnage qui a tous les attributs du dieu, et en même temps qui peut des fois tomber dans des choses, dans des erreurs tellement humaines que y a toujours cette opposition entre l'humain et le dieu, entre le sacré et le profane, que j'ai trouvé intéressant, parce que du coup c'est quasiment la première chose qu'on voit avec cette fresque taguée. Et c'est d'ailleurs quelque chose, ce que tu dis me rappelle quand justement il parle avec Mr. Phillips et Mrs. Crookshanks de la relation sexuelle qu'il a vue. Ils considèrent que c'est eux-mêmes un acte sacré, la volonté de Dieu qu'ils essaient d'avoir un nouvel enfant, etc., etc. Et il y a un mélange, en même temps ils parlent de relations sexuelles tout en parlant de sacré et de volonté divine et de création du beau, et de lui faire promettre lui-même de créer du beau, etc. Donc effectivement c'est tout à fait, je pense que tu as tout à fait raison sur ce thème qui revient. Pour revenir à la fresque, justement, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais le fait que quelqu'un ait dessiné un énorme pénis bleu dessus, ça m'a rappelé ce qu'on voit à un moment dans PTD. Hein, mais peut-être on en parlera tout à l'heure. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Dans les Pitipédia, justement, à un moment, il y a une histoire de... Dans un livre qui est résumé, il y a une histoire de gang qui va dessiner des pénis bleus partout dans Manhattan. Ah oui, le premier Wikipédia, ouais. Non, vas-y, parle-en si tu veux, parce que c'est là que je disais tout à l'heure que ça pouvait soulever des hypothèses qui renverseraient toute la série, mais que je pense que c'est plutôt un troll de Lindelof. Vas-y, parle-en si tu veux. Ouais. Rapidement, c'est assez compliqué à résumer, mais en fait, le livre que lit Veidt à la fin. Ozymandias. Oui, Ozymandias Veidt, qui s'appelle Fog Dancer, c'est-à-dire le danseur du brouillard. En fait, c'est visiblement un livre qui a été écrit dans le monde de Watchmen par un homme qui a parlé aux soldats qui ont fait le Vietnam et qui sont en PTSD dû à ce qu'ils ont vu et au retournement
au retournement éthique qu'ils ont suite au Vietnam. Et en fait, c'est un livre qui... Alors, c'est un auteur très important dans l'univers de Watchmen. Hein. Oui, oui. C'est l'auteur qui a écrit Tales of the Black Fighter et qui a servi à la création de tout l'univers du Pulp, en fait, par Ozymandias. Donc ça, je savais pas. Mais je pense que je vais résumer rapidement et peut-être qu'il vaut mieux que vous en parliez, vous qui avez lu la BD, parce que, encore une fois, j'ai pas lu la BD. Donc. Et donc, en fait, c'est un livre qui est censé être un classique de la littérature américaine, qui est référencé par Dr Manhattan quand il dit... Adapté 2 fois au cinéma. dont par Cronenberg, d'ailleurs. Dont on voyait le film, enfin la jaquette pendant que Young Angela choisissait le film qu'elle allait regarder dans l'épisode précédent. Ah ouais. Et donc, c'est un livre qui est référencé par énormément des super-héros, c'est-à-dire il est référencé par Manhattan quand il dit la phrase rien ne finit. Je sais plus, Nothing Ever Ends, ce qu'il dit à Veidt à la fin de... rien ne finit jamais. Ouais. Ce qu'il dit à Veidt quand Veidt lui demande s'il n'a pas bien fait, si tout s'unit pas bien à la fin. Veidt dit que c'est le 2e meilleur livre jamais écrit, ce qui me fait demander ce qui est le premier livre jamais écrit. Enfin, il y a plusieurs... apparemment, ça a été retrouvé, le livre a été retrouvé chez le comédien et chez Rorschach, et aussi et en fait l'histoire commence parce que aussi dans les documents du PTDR on voit que Pity a retrouvé aussi un livre dans le blocos de Looking Glass. Et donc en fait ce livre raconte l'histoire d'un soldat américain qui a en gros qui est un folk dancer, c'est-à-dire que il se ramène dans l'agent orange et dans tous les produits chimiques qu'il balance pour cacher les crimes des États-Unis en faisant disparaître toutes les preuves, quoi. Et en tuant potentiellement tous les gens qui ont assisté aux crimes de guerre qui ont été faits. Et après une explication de ce qui se passe en guerre, on le voit aux États-Unis où il devient drogué à une sorte de médicament pour dormir. Et puis il essaye de faire exploser il essaie de faire exploser une usine chimique et se rend compte qu'il y a une conspiration. Puis essaye d'arrêter la conspiration, de venger le monde / arrêter la conspiration et se réveille au Vietnam alors qu'il a juste été soigné, etc. Enfin, je vais pas... C'est à peu près ça. Et le livre apporte énormément de parallèles il y a énormément de parallèles entre ce qu'on nous raconte de l'histoire du livre et l'histoire de Watchmen et un peu la série Watchmen. Mais peut-être que c'est mieux que tu en parles, toi, Manu, des parallèles qu'il y a. Bah, c'est un peu compliqué parce que l'histoire, il faudrait réussir à savoir le parallèle entre qui et qui est fait. Par contre, un parallèle évident, c'est un truc qu'on nous a placé dans l'épisode 1 et qu'on n'a pas trop revu depuis. C'est la fameuse pièce en 5 actes d'Ozymandias. Ici, le terme est dit. En gros, on nous dit quand le plot twist, enfin le premier plot twist du livre dont tu parles, c'est que le personnage est manipulé les personnages qui se révoltent sont manipulés par un autre personnage au final qui a un plan sur le long terme et que du coup, en fait, toute la révolution est une fausse révolution. Elle est induite par la drogue. Il y a un côté un peu 1984 dans l'histoire où la révolution en fait fait partie de presque du plan de manipulation des masses, mais ça reste difficile à interpréter pour l'instant. Mais ça nous rappelle par contre à ce plan en 5 étapes où on se dit peut-être qu'en fait derrière tout ce qu'on a vu il y a un plan d'Ozymandias et qu'il nous manipule et qu'il a manipulé tous les personnages. Et tout ça, c'est du faux semblant. Par-dessus ça se rajoute une couche où, en fait, au final, le personnage se réveille et n'a rien vécu de tout ça. Et tout ça, c'était un rêve. Et les personnages qu'il a vus dans son rêve sont en fait les personnages qui étaient autour de lui pendant qu'il dormait. Là, moi, j'y vois un troll de Lindelof sur
en fait, ils étaient tous morts depuis le début ou c'était qu'un rêve par rapport aux commentaires qu'il a pu avoir sur Lost. De regarder, je vous donne une interprétation où en fait, vous pouvez vous dire que tout ce que vous avez vu depuis le début, c'est qu'un rêve. Mais ça, c'est comme tu le disais, Clément, tout à l'heure, c'est interdit. Enfin, c'est jamais on a le droit de faire ça. On n'a plus le droit. Ouais. Toujours est-il qu'il y a pas mal d'éléments dans ce bouquin. Au passage, le costume des révolutionnaires, des folk dancers qui sont décrits, nous confirme globalement que Pity est Lubeman, puisque le texte qu'on lit dans ce Pitipédia a été écrit par Pity dans sa jeunesse, et que ça décrit des personnages qui sont globalement habillés comme Lubeman, et que dans le deuxième Pitipédia, on nous raconte ça nous suggère qu'il a choisi, les personnages peuvent choisir une seconde identité, une identité secrète, quoi. Donc ça nous suggère fortement que c'est en effet lui, ce qui confirme le fait que oui, ce personnage qu'on voit une fois, il a la même carrure que Pity et c'est probablement lui. Mais en tout cas, voilà, pour moi c'est un élément qui vient nous apporter un second ou voire un troisième niveau de lecture autour de tout ce qu'on a vu. Là où c'est intéressant, c'est que c'est le livre que lit Ozymandias dans sa cellule en post-générique, que quand on lui demande de quoi ça parle, il dit que ça parle de solitude. Et le personnage qui se réveille à la fin, c'est un peu quasiment le Joker de Killing Joke qui comprend le cynisme du monde et au final finit par se coller une balle parce que c'est la dernière blague en fait à faire, de se coller une balle et de partir dans un dernier sommeil. Il y a quelque chose pour moi, ça reste difficilement interprétable. Ça peut être interprété de plusieurs façons. Je pense qu'il y a des fausses pistes là-dedans. Mais d'autant plus que c'est quand même un document qui est mis sur Internet et que on va dire 80% des spectateurs de Watchmen ne vont pas le lire, donc ça m'étonnerait qu'ils nous offrent l'interprétation finale de la série. Mais ça confirme quand même que Pitipédia est super important par rapport à la série. C'est d'autant plus ironique qu'ils lisent ce livre que, effectivement, John Shee, donc le faux auteur de Folk Dancing, en fait, est mort assassiné par Ozymandias, quoi. Oui, parce que du coup, c'est une des personnes enlevées qui a été enlevée pour créer le monstre poulpe. Et si je me souviens bien, il a été empoisonné dans l'espèce de dôme qu'on voit à un moment dans l'épisode en fond, là, qui est à moitié cassé, et qui n'existe pas dans le film, évidemment, puisqu'il n'est présent que dans la bande dessinée. Et j'ai trouvé ça super marrant de nous dire que la dernière réplique de Manhattan à Ozymandias dans le comics, parce que du coup il y a ce rappel où on donne vraiment la dernière réplique, vraiment quand il le dit, moi je l'ai cité mot pour mot parce que déjà c'est pas dur, mais et que ça l'a perturbé jusque 25 ans plus tard au moment où ils se recroisent, et au final la dernière réplique qui est sortie, elle vient d'un livre. C'est au-delà de la réflexion philosophique, c'est juste un livre qui plaisait à Dr Manhattan et qui lui balance un peu comme ça, quoi. J'ai trouvé ça super ironique dans l'idée, et ce truc qui a torturé Ozymandias pendant des années, et au final peut-être ce qui va lui donner son plan final pour je serais pas étonné que dans l'épisode d'après on découvre que tout est un plan d'Ozymandias depuis le début, d'autant plus que là on nous rappelle encore une fois que avec le décalage des 3 ans avant, en fait, du fait que c'était 2009 et pas 2012, que 2016 c'est l'année de la nuit blanche, et que peut-être il a poussé ça aussi. Il pourrait totalement être derrière tout ça. Le livre peut être aussi interprété comme, en fait, tout ça c'est dans la tête d'Ozymandias, tous les trucs que vit Ozymandias c'est dans sa tête, et c'est un rêve, et il est quelque part peut-être dans sa statue, peut-être dans un lit. En fait, nous on voit juste Manhattan le téléporter, on voit pas où il le téléporte. Ça se trouve il le téléporte pas du tout sur Europe, et ce qu'il vit c'est totalement dans sa tête. Mais ouais, il y a plein d'interprétations possibles. J'ai trouvé ça super intéressant. En fait, j'ai passé toute la journée à réfléchir sur l'épisode avant de me rendre compte à 17h30 que j'avais pas lu Pitipédia. Là j'ai lu et je me suis dit, oh putain, ça me renverse le cerveau. Peut-être que tout ce que j'ai vu et tout ce à quoi j'ai réfléchi est faux, peut-être que non. Mais au moins ça me fait poser la question et j'aime ça. Mais je serais pas surpris que sur le dernier épisode l'épisode soit principalement centré sur lui, en fait, vu
qu'on l'a eu tout du long, ça montait jusqu'à temps qu'il arrive. Là, une fois qu'il va arriver, j'imagine très tôt sur le 9e épisode, en fait, je pense que ce sera principalement autour de lui. On va retrouver forcément Angela, Looking Glass, Laurie, etc. Mais je pense que on va enfin tout comprendre par rapport à ça et que ce sera surtout autour de lui. Enfin, je pense, hein. Lui face à Lady Trio, moi je parierais sur ça. Ouais, peut-être, ouais. Et du coup, moi, je me pose encore plus aussi la question sur la parenté de Lady Trieux, parce que elle dit quasiment mot pour mot dans le dernier épisode que son père va revenir. Alors je m'attendais à avoir une réponse plus ou moins pendant cet épisode, et en fait, il y a que Veidt qui parle d'elle en tant que petit éléphant, et du coup, je me suis dit, ça veut dire qu'ils se sont déjà parlé en 2009. Est-ce que ça prouve encore plus que c'est Veidt le père, ou est-ce que c'est justement pour dire l'inverse, que c'est Dr Manhattan? Après, il s'était parlé, vu qu'il lui a vendu sa compagnie, mais ce qu'on sait dans des précédents PTDA, c'est qu'elle a acheté la compagnie de son vivant, il me semble. Donc, il s'était forcément parlé, mais d'un point de vue où il se faisait assez confiance pour qu'elle lui dise que Manhattan n'était pas sur Mars. Là, si je devais parier sur le dernier épisode, je pense que, en plus, l'appellation petit éléphant, c'est presque paternel comme expression. Ouais. C'est que vraiment, on va, selon moi, j'ai l'impression qu'on va assister à l'opposition entre deux types de parentalité. D'un côté, Ozymandias et Trio qui sont dans une parentalité toxique, et de l'autre, parce qu'on n'a pas encore abordé le sujet au bout d'une heure et demie, mais l'histoire de la passation de pouvoir de Manhattan, ouais, qui a quand même une insistance qui est énorme dans cet épisode sur cette idée, et donc finalement de la parentalité, parce que ça parle de ça, et comment on transmet, on en revient aussi à ce qu'on disait la dernière fois, comment on transmet éventuellement des traumas, comment des choses se passent de génération en génération, et j'ai l'impression que c'est quasiment deux types de parentalité qui vont s'affronter autour de... Alors, j'ai aucune idée des modalités du plan, mais si je devais parier sur la thématique de l'épisode, je pense que ça risque de parler de ça, quoi. Et puis on va revoir Will, et j'imagine que Will et Angela vont se revoir et rediscuter aussi. En plus, moi je me pose la question sur la parentalité. Pour l'instant, on en a un peu parlé, mais on n'en a pas non plus beaucoup. C'est justement, la série parle de parentalité, et au final, on n'aborde pas trop la parentalité de Angela avec les enfants qu'elle a adoptés. Et je me demande du coup si ça va développer ça dans le dernier épisode, ou pour une espèce de conclusion. Au contraire, j'aime bien le fait que jusqu'à maintenant, d'ailleurs, ils attendent 2 épisodes, il me semble, avant de t'expliquer comment elle les a adoptés, et qu'au début on t'explique même pas qu'elle les a adoptés, tu le comprends juste parce que ils sont pas de la même couleur. Et c'était un truc que j'avais lu une fois sur internet d'un mec qui disait que en tant que homme noir adopté, il aurait aimé voir plus de représentation, et que ce soit pas un truc auquel on parle, et que ça soit plus fait comme dans Lady Bird, ou dans Lady Bird, si vous avez vu le film, elle vient d'une famille blanche mais son grand frère est noir, et il est jamais dit qu'il est adopté, c'est juste son frère. Elle dit jamais mon frère adoptif ou machin, c'est juste son frère, point, et tu comprends qu'il est adopté parce que ses parents sont blancs et que lui il est noir. Et je trouve ça assez intéressant justement comme manière de montrer que pour elle ce sont ses enfants à elle. Oui, mais moi je parlais pas du tout du fait qu'on nous explique leur parentalité, mais vraiment qu'on aborde leur relation parents-enfants. Ouais. Sachant que pour moi c'est nous a dit pour moi le fils est pardon. Sachant que là elle nous a dit qu'elle voulait pas d'enfants, et que Dr Manhattan dit que elle a toujours voulu des enfants, même si elle se l'avoue pas elle. Pour moi, le fils, c'est un fusil de Tchekhov, c'est-à-dire que, il y a des références à ce fils et à ses enfants dans quasiment presque tous les épisodes. En tout cas, ils sont là sans qu'ils impactent jamais l'intrigue, et je trouve ça un peu facile, et Lindelof, il est jamais dans l'écriture facile, donc à mon avis, il est en train de cacher quelque chose un petit peu en sous-main, et notamment, il y a quelque chose qui m'a fait réagir, c'est quand Cal sort et apparaît sur la piscine, le fils dit il ressemble à Cal, et elle lui dit immédiatement oui c'est lui, et ça revient à une scène qui est je pense dans le 1er ou le 2e épisode où elle dit bon je vais pas te bullshiter, on sait que la vie est dure, elle est toujours extrêmement franche.
Ouais, c'est peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, il y a ce rapport, enfin, cette parentalité qui est toute sur la franchise. Il y a aussi l'existence de Dieu ou qu'est-ce qui se passe après la mort. Enfin, il y a un truc, il y a une insistance quand même en filigrane sur le rapport aux enfants qui, à mon avis, est pas innocente, quoi. Mais En tout cas, je veux pas croire qu'elle le soit, quoi. Il y a enfin, Topher, c'est le diminutif de Christopher, donc auquel on enlève Christ. Ouais. Donc, Oui, c'est vrai. Et Manhattan est la fille Ah oui, de très beau. Christie. Ouais. Et il y a les rappels à Manhattan avec Topher depuis le début de la série, avec le fait qu'il construit le château de Vade, et avec le fait qu'il a les peintures de Dali qui sont les mêmes que celles que Manhattan avait chez lui dans le comics, la peinture de l'horloge qu'ils font, je me souviens jamais comment elle s'appelle, un truc avec le Les temps. horloges molles, non? Mais, Et sa peluche de Bubastis aussi. oui. Donc oui, il y a des trucs qui vont vers là. D'où ma référence à Chekhov, ouais. Enfin, je pense que c'est vraiment un fusil de Chekhov. C'est-à-dire, s'ils sont là, c'est qu'ils vont servir à quelque chose. Je peux pas croire que ce soit juste du décorum. Non, justement, j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec. Et je m'interroge sur le fait comment ils vont les utiliser, sachant que Dr Manhattan les a mis à l'abri avec Will. Donc, j'attends de voir comment ça va se dérouler. Après, il y a peut être un réceptacle du futur pouvoir de Manhattan, tout simplement, Ouais, via une transmission. Sachant qu'il dit bien que à un moment il passera son pouvoir que à quelqu'un qui le veut, quoi. Et pour l'instant, la seule personne qui le veut qu'on connaisse, c'est le député. Il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est que les filles l'appellent papa, alors que Topher justement l'appelle Cal. Et je trouve ça assez intéressant. Après, ils ont pas le même âge et tout, mais justement, ce rapport qu'ils ont différent, parce que je pense que... Il me semble que dans le premier épisode, Angela, il la traite comme sa mère, ou il doit l'appeler maman. Mais il l'appelle maman, d'ailleurs, dans Par cet contre, épisode. Calvin, il l'appelle Cal. Je crois pas qu'il l'appelle Oui, papa. tout à fait. Alors que Non, les non, t'as filles, raison. elles l'appellent papa tout le long. D'ailleurs, quand Angela monte, c'est parce que les filles appellent Calvin en l'appelant papa, quoi. Oui, il appelle dad. Du coup, je me pose la question de... Est-ce que c'est juste parce que c'est un jeune adolescent et qu'il n'a pas le même rapport avec lui, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans en plus, quoi. Ouais, ça fait un sacré épisode quand même. Hein. Il y a autre chose que j'ai vu, je me pose des questions. En fait, quand Dr Manhattan du coup se fait téléporter contre son gré dans un moment dans l'épisode, en fait, ils ont tué tous les gens de la 7e cavalerie, et en fait on voit moi j'arrive à distinguer du coup qu'il y a quelqu'un de masqué qui va lui tirer dessus alors que tout le monde est mort. Tout le monde est mort, et je me suis dit Ouais, j'ai vu la même chose. et Ouais. on le revoit pas, la scène, ça coupe, Ouais, le ouais. plan Après, d'après on on le voit pas, ouais. et ça coupe juste après. Alors je me suis demandé si c'était pas quelque chose qui était voulu par Dr Manhattan lui-même, sachant qu'il lui dit que de toute façon c'est inévitable. Et je me pose des questions du coup sur la personne qui a Parce que tiré. moi, je pensais que c'était quelqu'un... Surtout qu'il je pensais que s'excuse. c'était quelqu'un qui s'était caché, enfin, l'un des membres de la 7e cavalerie qui s'était caché, qui ressortait, et je m'attendais vraiment à ce que le prochain plan, ce soit Angela qui abatte le mec qui vient, tire tirer, dessus, ouais. qui vient de tirer, quoi. Et du coup, effectivement, moi aussi, ça m'avait pas mal surprise, parce qu'il disparaît vraiment le plan suivant, quoi. Ah, mais moi j'ai regardé au moins 4 ou 5 fois le plan parce que on le distingue, quoi, on voit pas clairement parce que c'est Non, flou, on voit une petite tête qui mais on bouge. on voit clairement que c'est un humain qui tire. Alors je me suis demandé à un moment Ouais, si c'est c'était quelqu'un qui a le automatique, si c'était dirigé à distance, mais il y a bien quelqu'un, donc et on le revoit pas comme tu dis juste après. Donc ouais, c'est l'interrogation, c'est est-ce que c'est quelle est la personne, est-ce que ça va avoir une importance dans l'épisode Enfin, d'après? c'était les mêmes questions qu'on se posait justement à l'attaque de la Nuit Blanche, donc... D'ailleurs, on a la confirmation de la théorie de Guigui la semaine dernière sur la Nuit Blanche. Ouais, bien vu, ouais. De façon un peu didactique. Hein, on a le dialogue de Ozymandias. Peut-être un peu Ouais, c'est trop clairement didactique ça, ouais. pour moi. Un peu C'était trop, peut-être ouais. l'un des Ouais. moments les moins subtils... Surtout qu'il le dit une première fois, et après il te le redit Ouais. quand il comprend. Du coup, je me suis dit, tu forces un peu quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai que une fois ça suffisait. Hein. Mais c'est. Moi j'aime bien aimer son côté didactique à Ozymandias, son côté je réfléchis, je pense tout haut,
en marchant. Non, mais je pense trouve ça que sympa. Jeremy Irons, c'est vraiment... Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau de savoir que c'est un acteur génial, quoi, mais je le trouve vraiment bien en Veidt, là. Le Veidt Ouais, il est bien. qui... Ouais, c'est un c'est pur clair. Ozymandias. Le Veidt qui a passé trop d'années Carrément. tout seul en train de regarder le monde qu'il croit avoir créé. Enfin, je veux dire, le monde qu'il a créé dans son esprit se déliter à nouveau et qui comprend pas comment ça se fait qu'ils se remettent à tout faire exploser. Je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs, un truc que je voulais dire tout à l'heure quand on parlait de lui, le fait qu'on croit qu'il a disparu en 2012 alors que visiblement il a disparu en 2009, moi je me demandais si c'était du fait que comme il prévoit tout, en fait plein de choses qu'il avait prévues ont continué sans qu'il soit là vu qu'il les avait déjà mis en mouvement et que du coup on s'est rendu compte qu'il avait disparu qu'en 2012 parce que les plans qu'il avait tracés ont fini par s'arrêter parce qu'il n'y avait plus personne pour les pousser, quoi. Je pense que tu as raison, puisque comme il est dans sa base en Antarctique, à mon avis, oui, il a prévu plusieurs subterfuges pour masquer son absence. Et sauf que ces subterfuges, au bout d'un moment, il fait plus Puis il a effet. l'air d'y être depuis un Ouais. certain moment, hein, Ah parce ouais, que oui. Ouais. franchement, ça a Comment l'air le bordel, vraiment c'est clair. d'être dégueulasse. Il y a des écrans Limite, qui on marchent à aurait pu voir moitié plus, on dirait qu'il a... Des boîtes de pizza par C'est terre, ça, voilà. des C'est slips clairement sales. la chambre d'un ado D'ailleurs, qui passe on- trop de temps tout seul, quoi. On retrouve exactement la case du comics à un moment sur Karnak. On retrouve l'armure et le casque. Je sais pas si vous aviez grillé ou pas. C'est exactement la même armure et le même casque. Il est généreux cet épisode-là, je trouve, en Moi, ça m'a fait petite plaisir de référence revoir quand le même. décor de la base. Hein. Ouais, surtout que c'est beau. Hein. Moi, j'ai eu une autre référence, je sais pas si c'est vraiment une référence ou si c'est mon esprit malade. C'est que, à un moment dans l'épisode, Dr. Manhattan, quand il redécouvre la mémoire, à un moment, il dit qu'il a faim, il va se faire des gaufres. Ah bah les Et gaufres, pour, ouais, c'est pour sûr. pour un comics qui est quasiment créé que en gaufrier, moi je trouve que c'est un petit peu c'est un bel enfin si c'est le cas, c'est un bel hommage. Moi je pense que c'est le Ah cas, bah, hein, c'est ça a sûr l'air et fait certain. assez gros. Je pense Est-ce que tu as qu'on dit raison, puisqu'il n'y a que gaufrier en 9 anglais épisodes, comme les cases du gaufrier. Donc, je pense que oui, c'est volontaire. Ah oui, c'est sûr. Est-ce qu'on dit gaufrier un gaufrier, ça s'appelle waffle iron en anglais ou Enfin, je veux dire, le gaufrier de BD, ça se... Le terme gaufrier, ça symbolise une... Non, mais je veux dire, je sais ce que c'est. Je sais que le gaufrier, c'est quand une BD a 9 cases qui sont de taille... Identique. Enfin, identique. Mais vu que la série a écrit en anglais, je me posais la question si le gaufrier de BD se traduisait... D'autres questionnements, c'est pourquoi il se fait des gaufres alors qu'il sait qu'il va pas les manger, il sait que il lui dit attention à les œufs alors qu'il sait qu'elle va casser les œufs. Donc je me demande si ça va pas avoir une importance pour un placement des œufs au sol ou quelque chose comme ça dans le... Ouais, sachant qu'il lui dit qu'elle doit le voir Voilà, marcher c'est ça, sur c'est les qu'il eaux. a l'air Elle a d'être besoin de... enfin de faire les choses de manière assez organisée, quoi. Donc je me demandais ça sur les gaufres. Est-ce que ça avait une importance? Ça sera peut-être pour un placement de produit. Les mêmes que Stranger Things. Voilà. Oh non, par pitié. Et Est-ce que je peux demander à notre scénariste, à notre spécialiste des scénarios, est-ce que c'est quelque chose d'admissible aujourd'hui, les gros clins d'œil, les gros parallèles avec le Christ du héros qui a des pouvoirs déiques ou pas? Déjà, je me garderais bien de dire ce qui est autorisé ou pas. Mis à part effectivement le tout ceci n'était qu'un Le rêve rêve. et le jumeau diabolique qui sont des conventions un petit peu éculées. Mais non, ça reste qui plus est aux États-Unis. Enfin, toutes les métaphores christiques et bibliques, c'est ce qui irrigue tout leur cinéma. Donc moi, ça me choque jamais. D'autant que oui, tout ce qui est super-héros, enfin, je veux dire, à chaque fois qu'on va faire un Superman, on pourra pas y couper, à chaque fois que, enfin, c'est sûr que ça revient à chaque fois. Et moi, justement, ce que j'aime avec Lindelof, et c'est ce qui d'ailleurs m'avait déçu un petit peu avec le final de Lost, c'est qu'ils arrivaient à faire des références, bibliques, mais à chaque fois en les tordant un petit peu, ou en tout cas en les renouvelant un peu. Et là, je trouve que c'est le cas, c'est-à-dire que on n'est pas du tout face à des figures christiques totales, mais à chaque fois, c'est des mélanges avec, enfin, des mélanges, voire de différentes cultures, ou alors, en tout cas, il les nuance. Donc, moi, c'est quelque chose qui me dérange absolument pas dans la série. Ouais. C'est d'autant plus drôle que la figure christique est un truc surutilisé par Zack Snyder, et que là, on est sur une série qui
sur un film qui a été, un comics qui a été adapté par Snyder, sans trop insister sur la figure christique, et qu'au final c'est la série qui reprend pas du tout le style de Snyder qui le fait, quoi. Bah, quand on connaît notamment le courant philosophique dans lequel s'inscrit Zack Snyder, qui est, je crois, hérité de Hannah Arendt, si je me rappelle bien, qui... Non, Ayn Rand. Ah oui, pardon, Ayn Rand, je confonds les deux. Et, C'est pas vraiment effectivement, c'est pas du tout. Non, mais où lui clairement partait presque sur Rorschach comme son surhomme nietzschéen. Et là, on a Lindelof qui est clairement pas du tout dans la même sensibilité, et qui dit presque des choses opposées à ce que disait Snyder à travers son film, quoi. Donc non, moi je trouve qu'elles sont vraiment bien utilisées. Elles sont obvious. C'est vrai que des fois il insiste un petit peu dessus dans la série, mais en tout cas à chaque fois elles sont déconstruites, en tout cas derrière, et elles sont interrogées de manière assez intelligente, je crois. Mais d'ailleurs, juste pour rebondir sur ça, moi je voulais revenir sur la scène de création du monde sur Europa, que j'ai trouvé assez déjà j'ai trouvé assez joli, assez poétique, sans être dans les sbroufs, et en même temps avec des effets spéciaux qui étaient plutôt solides, qui tenaient la route. Et surtout j'ai trouvé assez intéressant que visuellement, en fait, toute la métaphore, elle mélange complètement le créationnisme et l'évolution. C'est-à-dire on dirait qu'il pacifie, il arrive à mélanger ces deux thèses qui, aux États-Unis, se font littéralement la guerre dans l'éducation. La vie qui naît de l'eau, mais de façon accélérée. Voilà, ouais, c'est comme si un dieu scientifique mettait le processus naturel en branle. Un vrai compromis, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, je trouvais ça pareil. Ça, je trouve ça extrêmement malin, quoi. Le fait, comme on disait, des fois, on a l'impression qu'il antagonise tout le monde, Lindelof, et d'autres fois, on dirait qu'il arrive à créer un terrain d'entente entre des visions qui, a priori, sont complètement opposées. Ouais. Et du coup, on a encore la ligne de, on a encore la ligne de dialogue qu'on avait déjà eue lorsque Keane disait à Laurie, et qui clôture le comics, I leave it entirely in your hands. Un super beau moment, je trouve. Je sais pas si vous aviez fait attention ou pas. C'était la dernière case du comics avec le journal. Et on avait déjà eu cette ligne de dialogue là, et là on l'a encore à un moment magnifique. C'est là le moment où j'ai lâché une larme, je dois l'avouer. Et voilà, comme tout à l'heure, on citait quelques références. Moi, je voulais justement parler de l'amour dans cet épisode. C'est une grosse thématique de Lindelof, c'est la thématique centrale de l'épisode, à travers ce développement à travers le temps de la relation entre Angela et Manhattan, qui commence vraiment dans ce bar, et dont tu as les aléas au fur et à mesure de l'épisode, et où en fait la causalité se retrouve inversée et Manhattan tombe amoureux d'Angela en fin d'épisode. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai adoré tout ce développement, avec au départ un personnage qui est quand même... une relation qui est assez compliquée, quand Angela nous raconte le pourquoi elle déteste Dr Manhattan. La raison de sa haine est quand même assez légitime et assez puissante. Et au final, l'amour transcende ça. C'est quelque chose qui est très présent dans Lost, très présent dans The Leftovers, et qui du coup devait inévitablement se retrouver dans Watchmen. C'est l'épisode qui me l'a amené, moi personnellement. Là où l'épisode 5 m'a amené les problématiques du trauma, où on a de nombreux épisodes sur l'affiliation. Ici, non seulement il joue avec le concept de temps que j'adore, mais en plus, pour moi, c'est vraiment l'épisode Tunnel of Love, quoi. Et puis il y avait un petit côté Doctor Who River Song qui était bien sympathique d'ailleurs. Ouais, dans la façon de vivre la relation de façon désynchro. Ouais. Tout à fait. Moi, il y a une question que je me posais, c'est il a toujours aimé Angela parce qu'il vit le temps d'une manière, finalement, il n'a pas d'axe du temps. Et du coup, la question qui se pose pour moi, c'est est-ce que en même temps qu'il a toujours aimé Angela et qu'il aimera toujours Angela, il a toujours aimé Laurie et il aimera toujours Laurie, il a toujours aimé, je me souviens plus le nom de sa première copine et il l'aimera toujours. Et du coup, je trouve ça assez intéressant le fait de se dire qu'on peut aimer quelqu'un
la relation peut finir, la personne peut mourir ou juste et toujours garder ça comme une chose qui fait toujours partie de nous et fera toujours partie de nous Ouais. en fait. Bah, c'est un peu, Et c'est un peu ce qu'il suggère quand il dit est-ce que tu as jamais commencé quelque chose, enfin fait quelque chose que tu savais déjà que tu allais regretter. Bah, c'est est-ce que tu as un peu jamais, enfin est-ce que tu t'es déjà lancé dans une relation en sachant que ça allait finir. Il y a ça et ce côté où en fait il ressent tout à chaque instant. On l'a d'ailleurs dans le dialogue où elle lui dit quand est-ce que c'est la dernière fois où t'as eu peur et où il commence à lui dire que c'était en 59 Et et qu'il où, est toujours en 59. et où en hein. fait il lui dit mais en fait 59 c'est maintenant, c'est plus tard, c'est dans le passé quoi. C'est pour lui il a toujours peur en fait. Il a pas eu peur depuis 1959 mais en même temps il a peur depuis 1959. Et il est toujours enfant depuis 1959 aussi, mais... bah depuis 1959 Ouais. mais Bah, j'ai trouvé l'épisode super humanisant pour le personnage. Par contre, je sais pas vous, mais j'étais surpris je suis revenu en arrière sur l'épisode parce que j'étais surpris de voir que c'est qu'un détail, mais quand ils sont au lit, et justement qu'il lui dit je suis toujours aussi, moi, là, en 59, il lui dit j'ai laissé ma montre. Et alors qu'en fait, c'est pas sa montre, et ça m'a je sais pas s'il lui ment ou si je pense pas que la série Redcon, c'est un détail, hein, mais je sais pas, ça m'a surpris qu'ils disent ma montre en fait. Oui, parce qu'en plus, on nous dit déjà que c'est la montre de sa femme. ouais, parce que justement je m'étais posé la question parce que dans le film, en tout cas quand j'avais vu le film, il m'avait semblé que c'était sa montre et la série dit plusieurs fois que c'était la montre de sa femme. Je crois qu'ils le disent dans les Pitidilla et c'est dit oralement ah si, quand ils font la pièce. Et du coup moi j'étais assez surprise parce que c'était un truc que je pensais avoir compris puis qu'on m'avait redconné, que d'un coup là, j'étais complètement perdue à ce moment-là justement. Est-ce que c'est sa femme qui lui avait offert la montre? Je crois Ou, que dans le comics, c'est sa petite amie qui lui confie sa montre parce qu'elle s'est brisée, parce qu'elle a pris un coup à la fête foraine et il lui a promis de la réparer et c'est pour ça qu'il l'a dans sa poche et qu'il la laisse dans le champ intrinsèque. Si je me souviens bien, c'est Si, ça. si, c'est ça, Je pense que j'ai vérifié justement. C'est une simplification du discours pour moi et c'est un peu en fait sa façon de pas aborder le sujet de son ex de 1959 en fait avec la meuf Oui, c'est possible avec laquelle il est en aussi. train de coucher. Mais ouais, je pense juste que c'est une simplification pour lui quoi. Mais c'est pas pour moi, j'y vois pas une redcon en fait. C'est pour éviter une deuxième conversation Exactement. gênante. Alors, je vais te parler d'une de mes ex. C'est pas la dernière. Et juste sur le... moi, j'ai trouvé aussi assez rigolo le premier I Love You qui sort à Angela, et du coup, littéralement, 10 minutes après l'avoir rencontré. Donc, c'est dans le bar, et concorde exactement avec le moment où il enlève son masque. Il lui dit I love you, et il enlève son masque. Il tombe le masque littéralement, quoi. J'ai pas fait gaffe à ça. Jolie idée. Mais ouais, Mm. sympa ouais. joli, ouais. Moi, j'ai franchement adoré la façon dont scénaristiquement ça se déroule. Quand il lui dit qu'elle est là pour fêter l'anniversaire de la mort de ses parents et qu'elle lui dit, elle lui demande comment il le sait et qu'il lui dit bah, tu vas Qu'elle me lui le dira dire plus dans tard. je sais plus combien de temps et plus tard il lui repose la question de façon innocente, elle le dit et là tu vois dans les yeux d'Angela que ah ouais en fait Et même- peut-être Non, mais moi aussi, j'ai trouvé... ouais, aussi la manière dont... Quand il lui dit, tu vas me le dire dans 20 minutes, et que tu dis comment est-ce qu'elle va lui dire un truc alors qu'elle sait déjà qu'il existe, et la manière dont elle lui dit que c'est l'anniversaire de la mort de ses parents alors qu'il le sait déjà est vachement bien Et il y a trouvée, en il y a la fait. même chose quand elle lui dit à la fin qu'ils vont aller vivre à Tulsa. Elle lui dit c'est une bonne idée. Enfin, il lui dit que c'est une bonne idée. Elle lui dit oui, c'est une bonne idée, mais c'est ton idée. Alors, parce qu'il lui a dit avant et en même temps, c'est elle qui lui dit à ce moment-là. et d'ailleurs on a cette causalité qui revient et qui vient du coup démarrer l'intrigue de la série avec la mort de Crawford où en fait c'est via la question de pourquoi il a tué Crawford qu'il découvre l'existence de Crawford et son implication qui fait qu'il va le tuer. Je trouve que c'est assez logique une fois que tu sais le déroulement des épisodes mais D'ailleurs, c'est peut-être la scène où elle joue le moins bien, où Angela a joué le moins bien depuis le début de la série, je trouve, quand elle fait mince, c'est moi qui l'ai. Ouais, sa surprise. Ouais, je me suis demandé s'ils auraient pas pu utiliser une autre prise parce que pour le coup, ouais, j'ai trouvé ça un chouïa moins bien. est-ce que c'est qu'elle joue moins bien ou est-ce que c'est que
le déroulement est trop évident et que, tu le sais, hein, quand elle le dit, tu sais que c'est ça qui va créer le truc et qu'elle le sait pas encore. Donc tu te dis que ça marche moins bien. Mais moi, j'ai pas trouvé qu'elle jouait particulièrement mal, en fait. C'est surtout, je pense que c'est surligné par le jeu de l'actrice, parce que je pense qu'il y a toujours une angoisse à ce que les trucs de paradoxe temporel soient pas compris. Du coup, en tout cas, je trouve dans les séries et les films américains, en général, on les surexplicite pour être bien clair, pour que le spectateur soit bien sûr d'avoir compris, quoi. Ouais, peut-être. Ouais. Après, si t'en es à l'épisode 8 de Watchmen, j'espère que tu maîtrises un peu ce genre de concept. C'est sûr. Ouais, mais bon, on va dire ça à un producteur, quoi. C'est Ouais. ça. Après, c'est HBO aussi, hein, enfin. Oh, juste sur l'amour, je sais plus qui parlait du moment larmichette de l'épisode. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé le plus émouvant, c'est la gestion de cette histoire de The Moment. Enfin, le moment où on se dit shit, I'm in love with her. Je trouve que c'est amené, mais extrêmement bien, et là pour le coup l'acteur qui joue Manhattan, même avec son fond de teint bleu et son air un peu ahuri à certains moments, là m'a vraiment tiré la larme. C'est-à-dire quand il la contemple, qui s'arme et qui se dit, enfin, je suis tout puissant et pourtant cette femme humaine mortelle va tout faire, affronte absolument tout, c'est-à-dire des hommes en armes, le temps, la prédestination, le monde pour moi, et voilà, voilà pourquoi je suis amoureux d'elle. J'ai trouvé que c'était, mais alors parfait, j'en parle, j'ai encore Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, il y a pas de, enfin, elle le désamorce tout de suite après en disant, bah, c'est après 10 ans ensemble que tu tombes amoureux, bravo. Je trouve que ça marche très bien, parce que encore une fois, ça détruit le divin. Enfin, c'est vraiment, on place l'amour tout en haut, et en même temps elle va désamorcer ça, et c'est pas fait de manière grand guignol et irrévérente. Ouais, voilà. On a beaucoup aimé. Moi, j'aime bien la reprise du tunnel. Encore une fois, la dernière fois, je sais plus c'était lequel. On parlait du tunnel, et c'était aussi un renvoi au tunnel de Looking Glass. Et contrairement au tunnel de Looking Glass, qui est un tunnel de souffrance où on essaye de sortir du tunnel de la souffrance et du trauma, là, c'est un tunnel d'amour. Littéralement ce qu'elle appelle un tunnel d'amour, et à la fin duquel va arriver la souffrance et le trauma. Je trouve ça assez intéressant comme renvoi, que la manière dont les épisodes se parlent entre eux, et où on a une inversion de l'image du tunnel, en fait. Ouais. Il y a vraiment ce côté tragique dans le côté de... il a quand même dit depuis le début que ça allait durer 10 ans et que ça allait finir de façon tragique, et elle a quand même vécu le truc à fond. Et ça vient quand même comme une surprise, quasiment qu'à la fin ça parte en couille, même si elle sait qu'à un moment il faut le réveiller. Mais je trouve ça super dur. J'ai très peur de l'épisode 9 sur ce qui va se passer. Je sais pas si vous avez regardé le trailer, mais on voit des larmes couler quand même. Non, moi j'ai pas regardé. Je pense que c'est le seul épisode où je vais pas regarder le trailer de l'épisode d'après. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Moi je l'ai fait sur tous les précédents, mais sur celui-ci, j'ai pas envie de savoir le moins de choses possible. Oui, moi ce que je trouve intéressant justement, c'est qu'elle lui dit, elle lui parle de Zeus. Elle lui dit au début, quand il vient la voir, que c'est Zeus qui se déguise en cygne ou en vache dans le cas d'Europe, enfin en taureau dans le cas d'Europe justement, pour aller séduire des femmes. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que tous les thèmes de l'épisode, énormément de thèmes renvoient à la mythologie, que ce soit Manhattan qui est obligée de suivre sa prédestinée, et d'ailleurs elle qui en essayant d'avoir des réponses, elle demande à son grand-père comment il savait que c'était Cyclope et qu'il avait la robe du KKK dans son armoire, et c'est comme ça qu'il sait. Ça rappelle énormément comment il s'appelle, Oedipe. Ça rappelle énormément Oedipe qui fuit pour éviter de tuer son père et de coucher avec sa mère, et qui, en essayant de fuir sa destinée, se retrouve à accomplir sa destinée. Je sais plus de quoi on parlait tout à l'heure, mais enfin il y a énormément de pareil, Veidt qui est puni par son propre péché et par ses propres... Enfin, je trouve qu'il y a énormément de thèmes de la mythologie gréco-romaine qui reviennent dans cet épisode, en fait, et je trouve ça assez intéressant que quasiment au tout début de l'épisode, elle lui dise que c'est Zeus qui vient parmi les hommes, en fait. Ouais, c'est littéralement toutes les ficelles de la tragédie, quoi. Ouais.
lutter contre quelque chose d'inéluctable. Jusqu'à l'arrivée du Deus Ex Machina qui pour le coup n'est pas du tout une solution parce qu'il lui dit que c'est pas possible et elle va devoir et elle décide de se battre quand même quoi. Mais là, du coup, on a quand même la configuration en plus d'avoir un dieu qui s'en remet à un ange. Angela, ange. Oui, c'est ça, vrai. c'est plutôt sympathique. Et le nom de Calvin aussi, enfin Calvin, c'est c'était un commentateur, enfin c'était un réformateur de la religion chrétienne, mais surtout c'est quelqu'un qui s'est beaucoup interrogé sur les idées de prédestination. Et ça, je pense que c'est pas anodin qui s'appelle comme ça. Ouais, justement, il y avait quelqu'un sur Twitter qui nous avait tagué en disant que Calvin Jelani c'était JC, et justement je m'étais rendu compte à ce moment-là que c'était aussi le nom de Calvin. Oui, mais c'est un truc aussi, j'avais remarqué à ce moment-là que c'était Calvin, et fondateur du calvinisme, et effectivement qui est l'une des personnes qui pense à la prédestination et le fait qu'on est ou non prédestiné à aller au paradis en fait, à avoir la grâce de Dieu. Et c'est le cas d'Angela, elle est prédestinée à avoir la grâce de Manhattan parce qu'avant même qu'il la rencontre, il sait qu'il va tomber amoureux d'elle. Tout à fait. Est-ce que vous vouliez revenir sur d'autres points de l'épisode ? Moi, je tenais à citer Ozymandias dans sa scène post-générique avec le « Even is not enough because even doesn't need me ». J'ai adoré cette réplique. Pareil. D'un personnage qui s'est fait piéger par son propre ego, sa propre vanité. Et au final, comme tu le disais, Clément, qui se retrouve à préférer l'enfer au paradis parce qu'au moins l'enfer a besoin de lui. J'ai trouvé ça à la fois tragique, touchant. Vraiment, je trouve qu'Ozymandias, dans cet épisode, il prend une ampleur assez ouf de son interaction avec Cal et de cette scène post-générique avec ce côté christique, comme tu le disais, qui sont vraiment hyper forts. Et leur relation aussi, juste pour rebondir sur ça, moi j'ai aimé comment on cerne très bien la relation à Manhattan, Ozymandias à ce moment, c'est-à-dire que déjà il y a les fausses excuses, bon désolé d'avoir essayé de te tuer, mais on voit aussi que Ozymandias c'est un petit peu le seul confident dont Manhattan dispose parce que son intellect, parce que leur passif, et que c'est vrai qu'il se tourne vers lui tout en sachant qu'il peut pas lui faire confiance, et en même temps Ozymandias montre qu'il le connaît bien, direct, il dit si t'es revenu, je me doute bien que c'est pour une femme. Enfin, il y a cette relation intime entre les deux qui est vraiment bien, en quelques échanges, qui est vraiment bien posée. Avec ce côté, il revoit presque son pote après 25 ans, il se pose même pas de questions, il dit tiens, il lance la conversation. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, qui peut arriver tout nu chez moi, quoi. T'es la seule personne. Ce qui est une réponse très logique. D'ailleurs, j'ai trouvé très drôle de voir cet épisode aujourd'hui parce qu'hier j'ai vu le deuxième épisode de la dernière saison de It's Always Sunny in Philadelphia, qui joue sur les codes du cinéma et le fait qu'on voit plus de bites dans les films et que les personnages se plaignent de ça. Et là, on a du coup Cal qui arrive voir Ozymandias et on voit sa bite en gros plan. Enfin, pas en gros plan en l'occurrence, mais elle est là. Donc, c'est dur de la rater, effectivement. On la voit à plusieurs reprises. It's Always Sunny. Juste, alors, de peur d'être crasse, moi, ça m'a fait demander si c'était la sienne ou si c'était une doublure, parce que j'ai lu une interview de l'acteur qui joue Mr. Phillips qui disait que dans la fin du deuxième épisode, quand on le voit tout nu et bleu, là, et qu'on voit justement le tout premier pénis de la série, il expliquait que c'était pas son propre pénis, que c'était un doublage pour ça. Enfin, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a le masque, et que comme il vivait dans un endroit avec pas mal de personnes âgées, il avait été obligé de prévenir les gens qu'il allait passer à la télé qu'il y aurait un pénis, mais que c'était pas le sien, quoi. Oui, il a peut-être menti du coup. Peut-être que c'était vraiment lui et qu'il a bullshit. Il veut protéger sa dignité. Après, je pense qu'il pouvait ne pas parler aux personnes âgées parce que je suis pas sûre qu'elles regardent Watchmen, mais... Bah, s'il y a un pénis, elles vont regarder sûrement. Ah, tu regardes souvent les trucs dont tes voisins, dans lesquels tes voisins ont joué, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Surtout enfin, s'ils sont tout genre, nus. je sais pas, j'ai pas de voisins qui ont joué dans des trucs connus, mais effectivement, si mon voisin jouait dans une série, je regarderais sûrement. Est-ce que tu regarderais jusqu'à cet épisode-là ? Je ne sais pas. Bah, c'était l'épisode 2 pour le coup où il était tout nu, donc... Bon, bah écoutez, si jamais, si vous n'avez plus rien à dérouler, je propose qu'on s'arrête là, qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un final d'anthologie, je l'espère. Donc pour rappel, tout le monde est invité la semaine prochaine, dans ceux qui ont déjà participé. On débriefera pas totalement la saison, on débriefera l'épisode et je vous demanderai à chacun de m'envoyer un enregistrement de votre débrief de l'épisode, de la saison justement.
Mais voilà, ce sera peut-être un gros podcast du coup. Peut-être qu'on en aura pour 2h30 d'enregistrement, mais qui durera 4 heures avec les capsules en plus. On verra. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie encore pour votre participation. C'était cool. Même si j'étais un peu bourré, je suis désolé. J'étais un peu moins là. Oh, ça s'est pas trop entendu, ça. Non, hein. mais moi, dans mon cerveau, je l'ai senti. Franchement, vu ma participation, j'ai l'impression que c'était moi qui étais bourré. C'est pas la première fois que tu fais Pourtant, un j'étais podcast sobre. bourré, je pense. Donc... Non, mais ouais, d'habitude, je suis pas tout seul. Là, Ouais. j'étais. En plus, je suis tout seul derrière mon ordi pendant qu'on enregistre, donc c'est un peu plus compliqué des fois. Et en plus, mes écouteurs, enfin, j'ai un casque Bluetooth qui m'a lâché 2 fois pendant cet enregistrement. Ça fait que j'étais un petit peu hors jeu pendant 2 passages. Mais c'est pas grave. Et ben écoutez, merci. Et puis à la semaine prochaine. Salut. 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 Merci beaucoup. Merci. Ciao. I want somebody to hold my hand, somebody to love me and understand. I want a woman, I want a lover, I want a friend. I want somebody to share my love. Yes, loving is something I've got plenty of. I want a woman, I want a lover, I want a friend. I don't want a fancy gal with powder and paint, and I don't want a woman who thinks she's a saint. I'm looking for someone who's not make-believe and doesn't mind giving so that she may receive. There must be somebody somewhere around that's looking for someone to give pound for pound. I want me a woman, I want a lover,